Hello les gens, assez où on va parler. Didi, légende de l'industrie de la musique, accusé de diriger une entreprise criminelle responsable des pires crimes sur plusieurs décennies. C'est parti pour la partie 2. Vivez ou revivez son bras de fer avec les fédéraux, les moments clés du procès, le verdict et les leçons que l'on peut retenir. Cette semaine, les avocats ont terminé de sélectionner les jurés et le procès de Didi a pu concrètement commencer. Il y a des journalistes qui sont sur place, qui assistent à tout ce qui se passe et qui font des retranscriptions. Grâce à Inner City Press, je vais pouvoir tout vous raconter tout au long du procès. Alors merci à lui pour son travail. Ça commence avec les avocats qui ont fait leur discours d'ouverture. Ensuite, on entre direct dans le vif du sujet avec les premiers témoignages. Mais déjà, les discours des avocats étaient intéressants car ça permet de poser le cadre du procès et le positionnement clair des deux côtés. Le procureur fédéral ouvre le bal. Voilà Sean Combs. Publiquement, c'était une icône culturelle, un homme d'affaires avec de grands moyens. Mais il y avait un autre côté de lui. Vous allez entendre parler d'environ 20 ans de crimes de l'accusé. Il avait une équipe pour l'aider. Kidnapping, incendie criminel, drogue, crimes sexuels. Concrètement, le procureur annonce que pour prouver les agissements de Didi, on va voir plusieurs témoignages, notamment celui de Cassie et d'une autre femme anonyme, Jane Doe. Elles vont parler essentiellement des freak-offs et autres agressions physiques. Apparemment, tout comme Cassie, Jane a été en couple avec Didi en 2020. Jane est une mère célibataire. On va aussi entendre parler de Mia, une employée que Didi aurait rêvé. Le procureur considère que tout ça est pertinent car pour agir comme il le fait avec ses go, Didi utilise son équipe, la fameuse entreprise Combs. C'est pour ça que ça devient des crimes en bande organisée parce que Didi tabasse les filles, puis l'entreprise Combs, son chef de la sécurité, sa chef d'équipe, viennent ensuite cacher les victimes dans des hôtels pour qu'on voit pas leurs blessures publiquement. Et contre leur volonté, Didi veut des freak-offs et l'entreprise Combs organise les bookings d'hôtels, paye les escortes, fournit la drogue. Ensuite, il garde les enregistrements pour faire chanter ses victimes et les contraindre à faire d'autres actes sexuels. On n'est pas là pour juger Didi qui tabasse Cassie dans l'hôtel. Par contre, le fait qu'il ait ensuite payé pour la vidéosurveillance, ça rentre dans le concept d'organisation criminelle. Je vous demande de faire 3 choses. Faites attention aux preuves, suivez les instructions du juge concernant la loi, utilisez votre bon sens et vous arriverez au verdict que Sean Combs est coupable. C'est ce qu'on verra, mais pour l'instant, c'est au tour de la défense de prendre la parole. Pour eux, cette affaire n'a rien d'une grande organisation criminelle. Cette affaire est à propos de l'amour, et de la jalousie, et de l'argent. Ils essayent d'en faire une affaire de crime en bande organisée. Ça ne marchera pas. Vous êtes les jurés. Vous allez évaluer les témoins, et enfin, l'histoire pourra être révélée. Cette affaire n'est pas ce que vous entendez dans la presse. Didi est justement cette grande star adulée de tous, avec de grands moyens. Les gens sont attirés et gravitent autour de lui sans qu'il n'ait besoin de les forcer. Le procureur va focaliser le procès sur des histoires de crimes et de conspiration, alors qu'en réalité il ne s'agit que d'exposer la vie privée et les pratiques sexuelles intimes d'un homme riche et célèbre. Il a des excès de colère et de jalousie et a été violent. On ne le nie pas. Ses copines vont venir raconter leur quotidien avec lui et on peut penser que c'est un bâtard ou qu'il est méchant, mais c'est pas le chef d'un groupe criminel. Finalement, les choses que le procureur va montrer ne sont que des preuves de violence domestique. Et c'est mal, mais c'est pas le sujet du procès. La défense va mettre en avant que les victimes ont fait le choix d'être avec Didi et étaient aussi jalouses et possessives par rapport à lui et se battaient entre elles pour être avec Didi. Elles étaient amoureuses et ce sont les infidélités et la jalousie qui ont mené aux violences, ainsi que l'alcool et la drogue. C'est pas les violences qui ont fait partir Cassie et elle participait aux freak-offs de son plein gré. Cassie voulait être avec Didi et elle s'est accrochée pendant 11 ans jusqu'à ce qu'elle réalise que Didi aimerait toujours Kim Porter plus qu'elle. Et dernièrement, elle est revenue pour l'argent, aussi simple que ça. Cassie a demandé 30 millions, puis 22 millions. Combien de millions de raisons de mentir ces témoins ont-elles? Vous n'êtes pas là pour imposer votre moralité sur cet homme. Si vous écoutez, vous le jugerez non coupable de ses crimes. Merci. Le premier témoin était Israel Flores, un policier de LA qui travaillait dans la sécurité en 2016 à l'Intercontinental. C'est lui qui a été appelé après l'altercation entre Didi et Cassie. Il n'avait pas encore vu les images de vidéosurveillance. Il est juste monté, a constaté les dégâts et a dit à Didi qu'il va devoir payer les réparations. On n'apprend pas grand-chose de plus de son témoignage, à part que tout s'est bien passé, comme sur la vidéo. Quand il vous a offert de l'argent, qu'a-t-il dit? Qu'il ne voulait pas que qui que ce soit sache ce qu'il s'est passé, en gros. Tout l'intérêt de ce témoignage, c'est pour prouver que Didi a tenté de soudoyer l'hôtel pour cacher ses crimes enregistrés par la caméra. Flores dit que Didi aurait tenté d'acheter son silence, mais il a refusé. La défense retourne le truc en lui posant une question.
Vous dites que Didi vous a offert un pot de vin, mais ne lui aviez-vous pas dit qu'il allait devoir payer pour le vase? Et Flores répond oui. Donc ça introduit la possibilité que Didi a voulu donner l'argent pour les réparations, et pas pour soudoyer. Et comme il est né hier, il pense qu'on paye des réparations en cash directement au mec de la sécurité. Soit. Flores dit aussi que le jour même, il a visionné la vidéo de surveillance. Il l'a d'ailleurs filmée avec son téléphone personnel pour la montrer à sa femme. Puis il est parti en congé pendant 2 jours, et à son retour, la vidéo n'était plus là. Le deuxième témoin était le stripteaseur escort. C'est un des escorts qui a été engagé quelquefois pour les freak-offs. Il dit que c'est Cassie qui l'a contacté et qui le payait en cash. Il se réunissait avec Cassie et Didi dans leurs résidences respectives. Le principe, c'est que Cassie et l'escort doivent avoir un rapport pendant que Didi se chatouille la nouille. Ouais, désolé, il y aura sans doute d'autres expressions du Moyen-Âge comme ça. On fait comme on peut avec la censure de YouTube. Bref, ils utilisaient toujours de l'huile pour bébé à profusion. Didi disait qu'on n'avait pas assez d'huile pour bébé sur nous. Il disait « Hé, ralentissez, écartez-vous l'un de l'autre ». Un jour, il a essayé de nous faire un jeu de rôle, comme si on venait de se rencontrer à l'aéroport, mais on était nuls. On a laissé tomber ça. Quelle directive Didi vous a donné? Il me disait de reculer, de m'écarter. Si c'est déjà arrivé, combien de fois on vous a dit d'uriner sur Cassie? Ils m'ont dit de ne pas le faire tout d'un coup. Bon, au moins c'est des instructions claires. Lui, de toute façon, il a kiffé son travail avec Didi et Cassie. Il était déjà trop content de coucher avec des stars. Mais d'après lui, il a fini par arrêter après avoir vu Didi frapper Cassie. Combien étiez-vous payé quand vous ne pouviez pas performer? Rien, mais je n'ai jamais demandé d'argent. J'étais content de m'engager avec des gens avec autant de notoriété. Mais après que j'ai vu Didi frapper Cassie, je ne voulais plus. C'est ce que Didi a dit en se dirigeant vers Cassie. Il a dit « Pétasse, quand je te dis de venir, tu viens. Je ne savais pas quoi faire. » Apparemment, Cassie était sur l'ordi quand Didi lui a dit de venir. Elle lui a dit genre « Attends une minute » et il a pas aimé. Alors il a jeté une bouteille sur elle. Le témoignage de ce gars était pertinent pour parler des violences dont il a été témoin durant les freak-offs et surtout pour dire que c'est Didi qui dirigeait les sessions, que c'est lui qui décidait et donc Cassie était soit passive, soit pas consentante. Du coup, lors du contre-interrogatoire, la défense soulève les incohérences du gars. Il avait déclaré par le passé qu'il n'avait pas vu la violence de ses yeux, juste entendu. Maintenant, il se souvient plus avoir dit ça. Là, il dit que Didi dirigeait les freak-offs, mais par le passé, il avait pas fait cette déclaration. Il avait aussi dit qu'il était en kiff sur Cassie et était jaloux de Didi, mais aujourd'hui, il ne s'en souvient pas. Il avoue quand même aujourd'hui qu'il aurait bien voulu sortir avec Cassie si elle avait été d'accord. Ok, alors je crois qu'il est temps qu'on entende l'histoire de la bouche de la principale intéressée. Elle est enceinte actuellement, mais elle fait le déplacement. Cassie, répertoriée comme la victime numéro 1, a fait 2 jours de témoignage et contre-interrogatoire. Et elle dévoile les pires détails de sa relation avec Didi. Est-ce que vous vous disputiez? Oui, ça finissait en violence. Il me traînait. Que faisait-il d'autre? Piétinait ma tête quand j'étais au sol. À quelle fréquence était-il violent? Trop fréquemment. J'avais des œils au beurre noir, des blessures. Elle raconte que Didi a commencé à lui proposer des freak-offs au tout début de leur relation. Elle avait 22 ans. Elle était un peu perplexe au début et nerveuse, mais elle a accepté de le faire une fois pour lui faire plaisir. Ensuite, ça n'a pas cessé. Et elle voulait pas en faire autant, pas aussi souvent. Mais elle s'est enfoncée dans ce bourbier parce que de 1, Didi était régulièrement violent avec elle et de 2, il utilisait les enregistrements des freak-offs pour la faire chanter et la contraindre à en faire plus. On parle d'une session freak-offs toutes les semaines, parfois des sessions qui pouvaient durer des jours. Les freak-offs sont devenus un travail. Il n'y avait plus le temps pour faire autre chose, à part les faire et puis essayer de s'en remettre. Combien de temps prenaient les freak-offs dans votre semaine? Le plus long a duré 4 jours. Ça prenait un temps significatif. En 2006, Cassie avait signé un contrat de 10 albums avec Bad Boy Records, le label de Didi. Elle a enregistré plus de 100 chansons. Pourtant, elle n'a sorti qu'un seul album en 2006. Didi n'a pas aidé sa carrière plus que ça au final. Et il contrôlait tout. Même le manager de Cassie de l'époque disait qu'il avait les mains liées, car tout devait passer par Didi. La musique, c'était son métier de base. C'est comme ça qu'elle faisait son argent. Mais comment gagner sa vie quand Didi refusait de sortir sa musique? Elle faisait des showcases de temps en temps quand Didi donnait son accord. Il contrôle sa musique, ses finances, son apparence physique, et lorsqu'il n'est pas content, il utilise son pouvoir pour la punir avec l'aide de son équipe. Est-ce que Didi vous donnait du cash? Oui, mais il me prenait des choses, dépendamment de comment il se sentait. Qu'est-ce qu'il prenait d'autre? Ma confiance en moi. Qui vous a pris votre PC et téléphone? Les gardes du corps. Combien de temps ils étaient confisqués? Pour autant de temps que j'étais punie. Là, je vais me permettre de contextualiser son témoignage. C'est pas nécessairement que je veux orienter votre avis, mais on voit trop de prises de position banalisées et pourtant très dangereuses sur les réseaux, du genre « elle voulait être là, pourquoi elle est pas partie ?» Okay, so there's some education that needs to be done, I can see that.
Là, je peux pas vous balancer cette vidéo et supporter ensuite en commentaire les gens qui diront ce genre de trucs. Au moins, si vous parlez et que vous décidez de ne pas croire Cassie, faites-le en connaissant les mécanismes qui sont en jeu. Et n'hésitez pas à vous renseigner vous-même. Le témoignage de Cassie permet de voir l'emprise tentaculaire que Didi avait sur elle, à tous les niveaux de sa vie. Nous sommes dans un cas de violence domestique. Ça veut dire qu'il s'agit d'un couple, des gens qui se sont choisis à un moment donné, qui sont peut-être tombés amoureux ou qui ont cru l'être. Les violences et l'emprise viennent se mélanger à ça. Pas successivement, ok? Simultanément. Il faut bien comprendre. C'est un cocktail d'émotions et de traumas quotidiens empilés les uns sur les autres, qui fait que les victimes ne réfléchissent plus logiquement et donc ne partent pas forcément. Elles s'imaginent qu'elles ont un couple à sauver, que ça peut s'arranger. Et parfois elles essayent de partir, mais on les rattrape et il y a des représailles. Dans la majorité des cas, elles réalisent même pas que c'est pas de leur faute ce qui se passe. Encore dans la majorité des cas, c'est seulement une fois sorties de la relation qu'elles peuvent analyser et comprendre l'ampleur de ce qui leur est arrivé. Qu'elles étaient pas juste dans un couple qui n'a pas marché, mais qu'elles étaient victimes durant tout ce temps. C'est le cas de Cassie. Elle voulait pas vivre ce qu'elle a vécu, mais en même temps, elle voulait entretenir son couple avec Didi. Vous vouliez que les freak-offs s'arrêtent? Oui, j'étais humiliée. Je n'avais pas ces mots-là à l'époque, mais je ne pouvais en parler à personne. Vous lui avez dit que vous ne vouliez pas? Oui, j'en ai parlé gentiment. Je ne voulais pas qu'il aille le faire avec quelqu'un d'autre. Pourquoi en parler gentiment? Je ne voulais pas qu'il soit en colère. C'est tout à fait ce dont je vous parlais. Ce semblant d'ambiguïté entre vouloir que les violences s'arrêtent, mais vouloir que le couple continue. Parce que la victime croit encore qu'il y a un couple à sauver au milieu de tout ce bordel. Cassie a tenté de dire à Didi qu'elle voulait plus faire les freak-offs. Mais écoutez comment elle lui parle sans aucune vigueur ni conviction. Le procureur et Cassie lisent ensemble un échange de messages entre eux. Qu'est-ce que vous avez écrit? J'ai vraiment envie de Ken. Pourquoi vous avez écrit ça? Parce que je voulais être avec lui. Le procureur lit le message de Didi. Tu ne veux plus le faire? Cassie répond par message. Je suis tellement prévisible. D'après vous, qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'il savait que je ne voulais plus faire de freak-offs. Mais ensuite, je me suis rétractée. Pourquoi? Pour ne pas l'énerver. Il pouvait être violent. Elle a raconté des pratiques sexuelles spécifiques imposées, comme par exemple, Didi voulait qu'elle fasse les freak-offs aussi pendant ses règles. Cassie prenait de la drogue pour tenir durant les sessions. Parfois, ça la faisait vomir. Didi la forçait à continuer la session malgré ses vomissements. Didi voulait qu'elle l'appelle Pop-Pop, car c'est comme ça qu'elle appelle son propre grand-père. La session se terminait souvent une fois que l'escorte avait éjaculé sur Cassie, et Didi voulait que Cassie vienne ensuite étaler ça sur lui, sur sa poitrine. What? Il y a aussi l'histoire de l'urine. Grâce à Young Miami, on sait déjà que Didi aime bien pisser sur ses meufs. C'était le cas avec Cassie. Il voulait aussi que l'escorte lui pisse dans sa bouche. Et me regardez pas comme ça. Est-ce que c'est moi je lui ai demandé de faire ça? Je vous raconte juste. Est-ce que vous vouliez qu'on vous urine dessus? Non, je ne le voulais pas. Quel effet ça vous faisait? C'est dégoûtant. C'était trop. Je me suis étouffée. Personne n'aurait pu penser que je le voulais. Pourquoi vous vous êtes étouffée? Trop d'urine dans ma bouche. Qui d'autre vous a uriné dessus? Didi. Est-ce que vous vouliez que Didi vous urine dessus? Je ne voulais me faire uriner dessus par personne. À quelle fréquence cela arrivait? Assez souvent. Pourquoi ne pas avoir dit non? C'était évident que je ne voulais pas être par terre à me faire uriner dessus par deux hommes. Ok, faisons une pause. Je sais pas si c'est à ce moment précis, mais quelque part durant son témoignage, les filles de Didi qui étaient présentes pour soutenir leur père ont quitté la salle. Les gens sur les réseaux ont eu de la compassion pour elle, car c'était pas évident d'entendre tout ça. On se demande même comment ça se fait qu'elle soit venue, sachant ce que Cassie allait raconter. Ce qui est ironique, c'est que ces filles ont 19 et 18 ans. Elles sont très jeunes, mais en fait pas beaucoup plus jeunes que Cassie quand Didi a commencé à lui faire des freak-offs. C'est marrant la vie, hein. Cassie revient en détail sur les circonstances de la vidéo de surveillance de l'hôtel. On apprend que ce jour-là, elle était en plein freak-off avec un escorte et Didi l'a frappée. Elle voulait pas se faire défigurer car le soir même avait lieu la première de son film The Perfect Match. La première fois qu'elle avait le premier rôle dans un film, elle a voulu partir et on a vu comment Didi a réagi. Il la tabasse, mais surtout il la traîne pour qu'elle revienne et continue la session de freak-off. Parce que c'était devenu leur activité principale. Comme je vous ai dit, c'était plus ou moins toutes les semaines. Il lui a demandé un freak-off même le jour de son anniversaire, l'anniversaire de Cassie. Au bout d'un moment, Cassie lui a même dit qu'elle en avait marre et qu'il pouvait bien aller appeler Kim Porter, sa baby mama, pour faire ses freak-offs. Ouais, bah t'inquiète pas qu'il le faisait aussi avec elle, pas à son âme. Mais je dis juste ça pour faire remarquer qu'au tout début, Cassie acceptait les freak-offs par peur que Didi aille le faire avec quelqu'un d'autre. Mais ensuite, vous voyez qu'après 1001 sessions, c'est plus la même énergie, sans parler des conséquences sur sa santé. Comment vous vous remettiez après un freak-off? Je prenais des opioïdes. Je ne voulais plus rien ressentir.
urinaire. On se faisait masser, on avait des thérapies intraveineuses, le chef nous préparait quelque chose. À quelle fréquence preniez-vous des opioïdes après les freak-offs? Souvent, j'avais des infections urinaires. Est-ce que les infections étaient douloureuses? Très. Les antibactéries ne fonctionnaient plus. Quel effet ça faisait durant les freak-offs? Ça brûle, je ne le conseille pas. Cassie lit un message qu'elle a envoyé à Didi. J'ai toutes ces plaies sur la langue. J'ai une autre infection urinaire. Quelle plaie? Des frictions dans ma bouche. À cause de quoi? Du oral. Pour ce qui est de l'entreprise Combs et de l'aspect crime organisé, on a le crime qui est le grand V et les violences durant les freak-offs, et on a l'équipe de Didi qui est mandatée pour apporter le matériel. Les capotes, l'huile pour bébé de chez Johnson, à qui on a fait assez de pubs pour les 5 prochaines années, le lubrifiant Astroglide, la drogue, les bougies qu'on a parfois versées sur Cassie. C'est aussi l'entreprise Combs qui s'occupe de la cacher le temps que ses blessures guérissent après une bastonnade. Elle raconte cet épisode de janvier 2009 à Los Angeles où elle s'est disputée avec Didi car elle parlait à un producteur pendant une fête. Vous avez parlé à un producteur à propos de musique. Didi m'a traité de traînée. Je l'ai frappé au visage. J'avais bu. Est-ce que vous lui avez vu des blessures? Non. J'étais au sol de la voiture et il m'a piétiné le visage. Combien de temps ça a duré? 10 minutes. Ensuite, j'ai essayé de partir, mais les gardes du corps de Didi m'ont ramené. Ils m'ont faufilé dans l'hôtel, toute recouverte pour que personne ne voie mon visage. Combien de temps étiez-vous dans le London Hotel? 1 semaine ou un peu plus. Une assistante m'a ramené de la glace. Est-ce que vous aviez l'impression de pouvoir partir du London Hotel? Non. J'avais compris ses capacités, ses accès à des armes, les menaces qu'il avait fait. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une séquestration? Vraie question. En tout cas, voilà un peu le témoignage. Elle détaille les freak-offs et les nombreux épisodes de violence que Didi a eu avec elle, mais aussi avec ses employés et des amis de Cassie. Il menaçait aussi les mecs de Cassie comme on le sait. Kid Cudi, un gars qui s'appelle Scott, Michael B. Jordan. On sait aussi que Cassie a voulu quitter Didi en 2018, alors qu'elle entamait une relation avec son coach sportif, qui est maintenant son mari. Et le soir où elle lui a annoncé qu'elle le quittait, il s'est introduit chez elle et l'a V. Par contre, encore une fois, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé après. Didi est venu dans ma maison et m'a V sur le sol de mon salon. Ses yeux étaient noirs. C'est comme s'il voulait me prendre quelque chose. Vous avez pleuré. Qu'est-ce que Didi a fait? Il a continué et il a éjaculé en moi. Puis il s'est levé et il est parti. Est-ce que vous avez encore fait l'amour avec lui après? Oui, volontairement. On a passé une bonne soirée et je suis venue dans sa maison. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez fait ça? Après qu'il vous a V, on a été ensemble pendant 10 ans. Elle a continué à parler de temps en temps avec lui après la rupture, pour prendre de ses nouvelles. Il l'a menacé de balancer les enregistrements des freak-offs et il avait la rage parce qu'elle sortait avec le coach sportif qu'il payait lui-même. Elle a écrit son livre où elle raconte toute son histoire et elle a voulu le faire lire à Didi, mais il ne l'a pas prise au sérieux. Au départ, elle lui a proposé 30 millions pour pas sortir le livre, il a pas voulu, alors elle a déposé sa plainte comme on le sait. Et comme on le sait, Didi a couru accepter son deal en 24 heures. Il a négocié le livre pour 20 millions. La défense est venue derrière apporter de la perspective. Organiser des crimes, c'est illégal. Mais encore faut-il prouver qu'il y a eu crime. Encore faut-il prouver que Cassie était V durant les freak-offs et qu'elle ne participait pas de son plein gré. Cassie était une petite chanteuse qui voulait une carrière. Didi lui a ouvert beaucoup de portes, lui a permis de travailler avec divers artistes et producteurs renommés. Oui, Didi a été violent depuis le début de leur relation, mais il semble que Cassie revenait toujours vers lui. Oui, Didi a des pratiques sexuelles particulières, mais pareil, Cassie a été très vite au courant. Et quant au consentement, il n'est pas toujours clairement réfuté. La défense consacre beaucoup de temps du contre-interrogatoire à confronter Cassie au message qu'elle a envoyé à Didi concernant leur relation et les freak-offs. Ça, c'est un message de Didi pour vous. Vous répondez de manière extrêmement explicite, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est 2 jours après la planification d'un freak-offs, n'est-ce pas? Oui. Il dit « Je veux voir ». On n'a pas la suite. Qu'est-ce que vous répondez? J'ai trop hâte aussi. Vous avez écrit « J'ai envie de Ken », n'est-ce pas? C'est ce qui est écrit. Didi répond « Je suis tellement excitée, je ne peux même pas me concentrer ». Qu'est-ce que vous répondez? Que je vais aller chez Dwayne Reed pour les bougies et préparer la chambre. Compreniez-vous qu'il allait prendre une autre vidéo de vous? Il y a beaucoup d'exemples comme ça, des conversations entre Didi et Cassie où ils se chauffent mutuellement sur leur freak-off à venir, où Cassie dit qu'elle est trop en chaleur, où elle accepte d'organiser telle ou telle session. Il y a aussi beaucoup de messages où ils se parlent comme un couple amoureux, genre petit mot d'amour, surtout Cassie. Son témoignage révèle qu'elle voulait avoir un enfant avec Didi. Là où la défense veut en venir, c'est que le vrai problème dans ce couple, c'était les infidélités et la jalousie. Didi était pas du tout fidèle depuis le début de leur relation. Il l'a trompée notamment avec Gina, celle qui s'était embrouillée avec Young Miami, avec Kim Porter, même si c'est Kim qui était là avant, techniquement. Il introduisait aussi des escortes femmes dans leurs freak-offs. Cassie a eu aussi quelques gars. Cassie avoue clairement qu'elle était ultra jalouse d'être la side chick. Ça la rendait folle. Et Didi c'est pareil, sauf que lui, ça finit en violence.
Si vous le voyiez sur les réseaux en vacances avec quelqu'un, ça vous brisait le cœur? Ça pouvait, on était ensemble depuis 7 ans. Et à propos de Gina, vous avez écrit « Je ne veux pas être la maîtresse, mais je te traiterai comme un roi ». Vous vouliez être la copine principale? En 2013, oui. Vous voyez les posts des Didi avec ses autres copines sur les réseaux et ça vous mettait en colère, n'est-ce pas? J'étais jalouse de certaines situations. Pourquoi avez-vous commencé une relation avec Kid Cudi? On appréciait la compagnie de l'un et de l'autre. Vous étiez en couple avec Didi? Nous étions en break, mais vous faisiez toujours des freak-offs avec lui, oui. Vous voyez, c'est ça le nœud du problème, qui cause des jalousies maladives. Quand on entendait que Didi brûlait les voitures des gens, c'est pas juste l'ex fou qui veut pas lâcher l'affaire. Ils étaient toujours plus ou moins en couple. Et Cassie allait chercher des gars, limite même pour le rendre jaloux, ou pour se venger parce que Didi vivait sa meilleure vie avec ses autres meufs. L'histoire de Michael B. Jordan, c'est pareil. Cassie était en Afrique du Sud sur le tournage de Honey 3, et elle voyait des posts de Didi avec Gina. Ça l'a énervée. Elle a bloqué Didi, elle a flirté avec Michael B. Jordan, et elle a communiqué l'info à Didi et son équipe pour qu'ils sachent. Cassie était aussi une droguée, tout comme Didi. C'est pas forcément que Didi l'a forcée pour prendre des drogues. Ils se droguaient ensemble. Parfois même, elle lui volait de la drogue et ça le rendait fou. Il aurait interdit aux vendeurs de drogue de LA de fournir Cassie. L'argument derrière, c'est que Cassie ne peut pas se souvenir de tous les événements dont elle accuse Didi parce qu'elle était bien souvent défoncée. La défense revient sur cet épisode où Didi et Cassie suspectaient qu'un escorte les filmait durant une de leurs sessions. Cassie était paniquée que la vidéo puisse sortir publiquement et elle a ordonné à Didi de s'en occuper sous peine de représailles et lui a envoyé un audio menaçant. Si tu as vu une vidéo de quelqu'un me ken, qui est-ce qui me ken? Pourquoi tu me l'as pas montré? Parce que je suis pas irrespectueuse. Si tu ne me la montres pas, je vais te tuer. Je vais plus te parler. Je vais te tuer, putain. J'ai jamais tué personne dans ma vie. Je vais te démonter. Y aura pas de sang sur mes mains. Quelqu'un d'autre va le faire pour moi. Je joue pas avec toi, Sean. Dis-le-moi. Didi a dit à Cassie qu'il allait s'en occuper. L'avocat dit que Didi aurait payé cher pour récupérer la vidéo. Donc, ça lui arrive aussi d'être celui qui empêche les vidéos de sortir et pas seulement celui qui menace de les publier. Finalement, la fin de leur relation en 2018 a été précipitée à cause des infidélités de Didi. Cassie a dit que si elle voulait rompre, c'est parce qu'elle en avait assez d'être une parmi tant d'autres. Comme on le sait, ils ont dîné ensemble pour rompre et Didi est venu ver Cassie chez elle. Lors de son premier témoignage, Cassie a avoué qu'elle avait à nouveau couché avec Didi après levé. Le procureur n'est pas rentré plus dans les détails et pour cause. Ça fait passer Cassie pour une folle. La défense lui demande de lire un message qu'elle a envoyé à Didi. J'ai écrit « Je t'aime, je préférais juste ne pas être l'une de tes copines. Sortons demain soir. Je vais au studio de 18h à 21h. » Il écrit « Est-ce que je pourrais te tenir dans les bras? Ou bien tu vas juste rompre avec moi. » Et vous avez répondu « On peut s'embrasser. Lol. » Et vous vouliez lui faire un câlin, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez eu une relation sexuelle avec Didi ce soir-là? En effet. Et à ce moment-là, votre mari actuel vous a appelé en FaceTime. Oui. Votre mari ne savait pas que vous étiez avec Didi à ce moment-là? Je ne sais pas ce qu'il savait. Il l'a ensuite découvert. Vous n'avez pas dit à votre mari que vous avez été V? Pas ce soir-là. Vous voyez que la situation n'est pas si linéaire. Même énergie après la mort de Kim Porter en novembre 2018. Malgré que Cassie avait rompu avec Didi en août, et malgré le V, elle a fait le déplacement pour le soutenir durant les funérailles. Et durant la cérémonie, Didi a appelé Kim son âme sœur. Cassie dit que ça a été blessant pour elle. C'est comme si les 11 années qu'elle venait de lui donner ne représentaient rien. C'était la dernière fois qu'ils se voyaient. Leurs échanges par message sont restés cordiaux et affectueux. On apprend que Cassie a aussi attaqué l'hôtel Intercontinental où il y a eu la vidéosurveillance. Elle a accepté un arrangement avec eux pour 10 millions de dollars. Un agent de police spécialisé en trafic d'êtres humains est venu témoigner à la barre de ce qui a été retrouvé dans la chambre de Didi le jour de son arrestation à New York. De la drogue, de l'huile pour bébé, le lubrifiant. À ce stade, c'est le Didi Starter Pack. Des médicaments prescrits au nom de Frank Black, le pseudonyme qu'il utilisait souvent. En vrai, on s'en fout un peu de ce témoignage. Il est très court, mais ça montre juste que malgré l'année de malade qu'il a vécu, le raid de sa maison et l'enquête qui planait au-dessus de sa tête, le gars continuait son train de vie comme si de rien n'était. Le dernier témoin de la semaine était Don Richard, l'ex-membre du groupe Danity Kane et Dirty Money. Après la plainte de Cassie, il y a eu une vague de plaintes contre Didi. Don faisait partie de ces gens-là. Alors je sais pas si elle va obtenir gain de cause pour elle-même, mais ici elle est appelée pour parler des violences dont elle a été témoin. Notamment en 2009, Didi était vénère parce qu'il trouvait pas sa nourriture, il a attrapé une poêle et a essayé de frapper Cassie à la tête. Elle est tombée au sol, il l'a tabassée et il l'a traînée à l'étage en criant, en cassant des verres. Le lendemain, il est revenu en bon psychopathe, genre tout va bien. J'étais un peu passionnée hier, mais Cassie va bien. Et ce serait mieux que vous n'en parliez pas, car des gens pourraient disparaître. Non mais,
Le procès va reprendre lundi, avec la suite du témoignage et contre-interrogatoire de Dawn Richard. Mais honnêtement, je sais pas pourquoi on l'a appelée elle. Ce serait bien de parler un peu des décideurs dans l'équipe de Diddy, des gens qui ont reçu des ordres venant de lui, ou quelque chose comme ça. Pas juste des victimes qui se sont fait tabasser. C'était une semaine riche en émotions. Je sais pas si le procureur va vraiment prouver le trafic d'êtres humains, mais en tout cas, c'est une bonne chose que Cassie ait fait entendre son témoignage. Et elle a quand même tenu et ne s'est pas trop démontée durant le contre-interrogatoire. Je pense que c'est normal que la défense ait voulu montrer sa relation avec Diddy sous un autre angle, mais en vérité, quand on connaît les mécanismes de la violence domestique, qu'est-ce que ça prouve qu'elle lui a envoyé bisous je t'aime? Et quand on sait le climat de peur et de violence dans lequel elle vivait, et le niveau d'intensité des freak-offs, comment on peut croire qu'elle y prenait du plaisir? Mais bon, à chacun son appréciation. Et vous inquiétez pas, apparemment son mari a pas l'intention de la quitter après avoir entendu toutes ces horreurs. Faut voir comment les réseaux se sont enflammés. Mais ne vous a-t-il pas effleuré qu'il ait pu déjà être au courant? Après, j'avoue que le coup du FaceTime pendant qu'elle est au lit avec Diddy, c'est un peu gênant quand même. Ils ont tous les deux fait une déclaration officielle via leur avocat. Je lirai d'abord celui de Cassie. Cette semaine a été extrêmement difficile, mais elle m'a aussi donné une grande force et m'a guéri. J'espère que mon témoignage a donné de la force et une voix à d'autres survivants. Plus je guéris, plus je me souviens. Et plus je me souviens, moins j'oublie. Je tiens à remercier ma famille et mes défenseurs pour leur soutien inébranlable. Je suis reconnaissant pour toute la gentillesse et les encouragements que j'ai reçus. Alors que je commence à me concentrer sur la fin de ma grossesse, je suis heureuse de clôturer ce chapitre de ma vie. Je demande alors une vie privée pour moi et ma famille grandissante. Et puis j'ai la déclaration d'Alex. Au cours des 5 derniers jours, le monde a été témoin de la force et du courage avec lesquels ma femme s'est libérée de son passé. Il y a eu des spéculations en ligne sur ce que je ressentais étant assis là à écouter le témoignage de ma femme. Je ressens une immense fierté et un immense amour pour Cass. Je ressens une profonde colère qu'elle ait dû s'asseoir devant quelqu'un qui a essayé de la briser. Donc à lui et à tous ceux qui l'ont aidé en cours de route, sachez ceci, vous avez échoué. Je n'ai pas sauvé Cassie comme certains le disent. Dire cela est une insulte envers tout le travail douloureux qu'elle a fait durant des années pour se sauver elle-même. Cassie a sauvé Cassie. Elle a, elle seule, échappé aux abus, à la coercition, à la violence et aux menaces. Elle a lutté contre les démons que seul un démon pouvait lui envoyer. Tout ce que j'ai fait, c'est l'aimer tout comme elle m'a aimé. Cette semaine de procès reprend là où elle s'était arrêtée avec le témoignage de Dawn Richard, quand Diddy lui disait que si elle parlait, des gens pourraient disparaître. Dawn Richard décrit comment Diddy était violent envers Cassie, comme on le sait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle avoue que personne autour ne prenait sa défense. C'est un peu le thème de cette semaine, parce que l'on va entendre plusieurs témoins qui étaient sous les ordres de Diddy, des employés ou des artistes comme Dawn Richard. Imaginez que vous êtes une jeune artiste de la Nouvelle-Orléans, découverte par Diddy, puis que vous avez l'opportunité de créer un groupe avec lui, l'un des plus grands producteurs de l'époque. Vous commencez très vite à observer des comportements bizarres et un environnement de travail anormal. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez? Vous restez? Mais surtout, est-ce que vous intervenez? D'après Dawn Richard, les violences pouvaient se passer devant tout le monde. Devant elle, devant les gardes du corps, D-Rock et Bones, devant une ancienne assistante de Diddy, Capricorn Clark, et un producteur de Bad Boys Records, Harvey Pierre. Ils visent les genoux, le visage, elle a l'œil gonflé, les scènes se multiplient, mais Dawn Richard explique pourquoi elle ne disait rien. Quand on rentrait à LA en voiture, il a giflé Cassie dans sa bouche et lui a dit de fermer sa gueule. Comment les passagers de la voiture ont répondu? Nous sommes restés silencieux le reste du trajet. Je me suis demandé, s'il a fait ça à quelqu'un qui l'aime, soi-disant, que ferait-il à un employé? Alors j'approchais Diddy avec douceur. Est-ce que vous avez essayé d'intervenir dans leur relation? Non, pour ma propre sécurité. Elle dit aussi qu'elle avait des instructions claires de ne pas parler, venant de Diddy et de Harvey Pierre. Le procureur confirme avec Dawn que Diddy consommait toutes sortes de drogues. Shit, kétamine, molly, coke. Apparemment le dealer en chef, c'est un gars qu'on appelle One Stop. Il avait tout, même des pilules du lendemain. Dawn a vu que Diddy portait un gun à sa ceinture. Après avoir travaillé avec Diddy, Dawn est partie faire sa carrière solo. Mais elle n'a pas vraiment coupé les ponts avec lui. Elle n'a même pas exprimé son mécontentement avec lui. Jusqu'à ce qu'elle voit Cassie porter plainte. Et c'est là qu'elle a décidé de raconter son histoire. Si c'était que ça, son témoignage, ça irait. Mais ensuite, il y a eu le contre-interrogatoire. Le problème avec les interrogatoires préliminaires en vue du procès, c'est qu'ils sont enregistrés. Vous vous rappelez, la semaine dernière, Dawn avait décrit un incident où Diddy avait attaqué Cassie, car il était pas content de sa nourriture. Dawn disait l'avoir vu, mais apparemment, elle a pas toujours dit ça.
N'avez-vous pas dit avoir entendu une poêle cogner le mur, mais vous ne l'avez pas vu? Je ne m'en souviens pas. Regardons votre entrevue du 18 mars 2025. Vous n'avez rien dit à propos de Didi qui vous aurait dit que des gens pourraient disparaître si vous parlez. Je ne me souviens pas de ça. À propos des guns, vous n'avez pas dit au procureur que vous avez vu des guns chez Didi. Ils ne l'ont pas demandé. Est-ce que vous avez dit au procureur que vous n'avez jamais vu Didi prendre de la coke? Je ne m'en souviens pas. Votre témoignage a changé sur pas mal de choses. À mesure que le temps passe, je me rappelle de plus de choses. Vous avez vu One Stop vendre de la drogue? Vous l'avez vu prendre l'argent? Oui, d'accord. Attendez une seconde. Vous n'avez pas dit au procureur que vous n'avez jamais vu quelqu'un le payer? Donc vous avez menti, n'est-ce pas? Non. Apparemment, Don Richard vient dans un procès fédéral pour rajouter de l'extra-sauce. C'est gênant. Est-ce que finalement c'est la chanteuse has-been que la défense décrit, qui suppliait Didi pour refaire des sons avec lui, même après les soi-disant menaces, et qui aujourd'hui veut se faire de l'argent avec sa plainte civile, comme elle a vu Cassie le faire? Vous avez porté plainte pour l'argent, n'est-ce pas? Pour la justice. Mais votre plainte demande de l'argent, n'est-ce pas? Oui, pas d'autres questions. Maintenant, expliquez-moi pourquoi il y a une dame qui a poursuivi Don Richard dans la rue pour lui demander quelle taille a la teub de Didi. Yeah, how big is Diddy's dick? That's whoa. Wow. I get the 10 Come on now, man. Can somebody beat me up for 10 Monetization. million? You're going too far. Yeah, I want man. to get my ass beat for 10 million. I want to get my ass beat for 10 million. Le prochain témoin était Kerry Morgan, une ancienne amie de Cassie. Son témoignage est intéressant pour plusieurs choses. Déjà, elle nous raconte que Cassie a effectivement changé au contact de Didi. Kerry et Cassie ont été amies pendant 17 ans, depuis 2001, avant que Cassie ne rencontre Didi, et alors qu'elle quittait son état du Connecticut pour s'installer dans la grande ville de New York et commencer sa carrière. D'abord comme mannequin, puis chanteuse. Est-ce que Cassie buvait? Pas beaucoup. Des drogues? Aucune. Cassie emmène son amie avec elle dans ce nouveau style de vie. Kerry voyage parfois avec Cassie et Didi. Elle a été témoin des drogues fournies par Didi et elle en prenait aussi parfois seule avec Cassie. La fête, l'opulence, les voyages, c'est bien, mais tout a un prix. Comment Didi se comportait? Il criait sur Cassie. Elle a gravement perdu sa confiance en elle. Elle a perdu son étincelle. Est-ce que Didi rabaissait Cassie? Oui, à propos de son apparence, avec qui elle parlait. Est-ce qu'il vous appelait quand il la cherchait? Beaucoup. Parfois, il m'appelait 50 fois de suite. Est-ce que d'autres vous appelaient pour lui? Oui, Christina Coram, Keke. Là, on touche un peu au côté bande organisée, entreprise comms. Didi harcèle Kerry Morgan et mandate des gens pour faire le harcèlement à sa place. En plus de ça, elle raconte ensuite qu'elle a été témoin de comment Didi s'en prend à Cassie devant ses gardes du corps, notamment D-Rock et Ruben, et ils ne font rien. Son amitié de 17 ans avec Cassie s'est terminée en 2018, après que Didi s'en ait pris à Kerry Morgan. Elle dit qu'il l'a frappée avec un cintre en bois derrière l'oreille et l'a étranglée. Didi voulait des réponses ce jour-là. Quelle crainte a-t-il exprimé? Avec qui Cassie le trompait? Lors du contre-interrogatoire, on en apprend un peu plus sur cette embrouille. Pourquoi n'avez-vous plus parlé avec Cassie après? Elle ne m'a pas soutenue après que Didi m'a agressée. Ma limite a été l'agression. Est-ce que vous et Cassie vous droguiez à ce moment-là? Non. Après l'agression, Kerry Morgan a été payée une certaine somme d'argent pour garder le silence. Ce qui est bizarre, c'est que Cassie avait aussi raconté cette histoire la semaine dernière, et il y a quelques divergences. Cassie a dit à la barre que Didi était énervé contre Kerry ce jour-là, parce qu'elles se droguaient ensemble, alors que Kerry prétend que c'est parce que Didi soupçonnait Cassie de le tromper. Et à juste titre, rappelez-vous, 2018 c'est l'année de leur rupture, elle sortait sans doute déjà avec son coach sportif de l'époque. Autre petite divergence, Cassie a dit qu'elle a payé une partie de la somme qu'ils ont donnée à Kerry Morgan, alors que Kerry dit que l'argent venait de Didi. Cette semaine, on apprend aussi comment Didi maltraitait ses employés. David James a été son assistant personnel de 2007 à 2009. Il devait s'assurer que Didi avait tout ce dont il avait besoin dans ses déplacements, que son agenda était à jour, le travail d'un assistant quoi. C'est assez vaste. Et à ce niveau de célébrité, c'est un travail très prenant. Il travaillait 20 heures par jour, tout comme l'équipe de la sécurité. Il s'occupait de Didi à l'époque où il sortait avec Kim Porter et Cassie. David a entendu Didi parler de ses meufs. Didi disait « Kim est ma reine. Elle est à LA avec ma famille. » Il disait « J'ai Cassie exactement où je veux qu'elle soit. Elle est jeune et malléable. » David n'a jamais été témoin de violence. Il a surpris un freak-off une fois, mais c'est tout. Il est arrivé pendant la mi-temps, genre. Didi était dans l'autre pièce, Cassie endormie sur le lit, et l'escorte savait pas où se mettre. David récupérait aussi les drogues de Didi quand c'était nécessaire. Plus il montrait qu'il était fiable, plus on lui donnait des tâches à faire. Mais Didi avait ses techniques pour que David ne prenne pas trop la confiance. Il a profité d'une soirée où David s'est pas mal lâché. Il avait mélangé l'alcool et l'ecstasy. Il a dit qu'il faisait du Didi bopping. Ça veut juste dire s'enjailler, danser, faire des trucs qu'on va regretter le lendemain, apparemment.
Est-ce que vous avez parlé avec Didi à propos de ça? Il visionnait les enregistrements de la soirée. Il y avait un vidéaste qui filmait les fêtes. Il m'a demandé « Hey Playboy, c'est toi qui dansais partout durant la fête ?» J'ai dit oui et il a dit « Je vais garder la vidéo au cas où j'en aurais besoin ». Un soir, David James était sorti avec D-Rock chercher des cheeseburgers. Ils sont tombés sur Suge Knight, un grand ennemi de Diddy. Suge Knight était un des acteurs principaux dans la guerre de gangsta rap entre la côte Est et Ouest qui nous ont coûté Tupac et Notorious Big. Suge était alors du côté de LA avec Tupac et Diddy côté New York avec Biggie. Quand David James et D-Rock sont tombés sur Suge Knight, il leur a mis un coup de pression en quelque sorte. Il avait un gun et ont averti Diddy qui était avec Cassie à ce moment-là. Il décide de partir pour faire un règlement de compte avec Cassie en pleurs qui le supplie de pas aller faire quelque chose de stupide. C'est une histoire que le procureur a tenu à nous dire à travers le témoignage de Cassie et maintenant celui de David James parce que ça rentre dans le tableau crime en bande organisée. Diddy qui va faire une OP en mode commando sur un criminel notoire avec ses armes non enregistrées, son garde du corps et son assistant personnel. Au final, Suge était déjà plus là-bas, mais David a eu la peur de sa vie. Le gars était encore vendeur en porte-à-porte il y a 2 ans de ça. De base, il savait même pas que Diddy avait des guns. Il a pas signé pour cette vie, il a préféré démissionner. La défense n'a pas vraiment pu apporter de contre-argument à cette histoire durant le contre-interrogatoire, mais ils se sont plus attaqués à la personnalité de David James, un gars pas très professionnel, qui fume et qui boit sur son lieu de travail, qui prend de la drogue aussi. Une fois, il a eu une altercation avec une autre employée et lui a serré les poignets. Diddy lui a dit la phrase de l'année, je cite, « Tu ne peux pas lever la main sur une femme ». Mais rassurez-vous, Diddy a ensuite demandé à David d'aller déposer une main courante disant que c'est la fille qui l'a agressé pour se couvrir. David a fait semblant d'accepter, mais il ne l'a pas fait. Il s'est excusé en offrant un joint à la fille. On a eu un témoignage similaire avec George Kaplan, qui a été l'assistant de Diddy de 2013 à 2015. Figurez-vous que George a négocié un accord d'immunité en échange de son témoignage, parce qu'il sait que certaines choses qu'il a fait pour Diddy sont illégales, comme acheter des drogues dures, être complice d'agression physique. George rapportait à Christina Koram. Il devait s'assurer que Diddy avait ce qu'il lui fallait à tout moment. Comment Diddy vous traitait? Il menaçait de me virer. À quelle fréquence? Peut-être une fois par mois. Il disait qu'il ne voulait s'entourer que des meilleurs et que je ne l'étais pas. Par exemple, il voulait que je lui apporte 1 litre d'eau et je suis revenue avec 2 bouteilles de 50 centilitres. Il a dit non. George était son larbin en quelque sorte. Il nettoyait derrière lui après les freak-offs. C'est pour éviter que le personnel des hôtels voit ce que Diddy faisait dans leur établissement et aille par exemple vendre les images à la presse. George nettoyait parfois des restes de drogue laissés dans la salle de bain. Il allait aussi récupérer certaines substances pour Diddy comme de la MDMA. La question de la drogue revient souvent et le procureur reconfirme ça avec tous les témoins parce que c'est pas tant l'utilisation qui compte, c'est l'achat par l'intermédiaire de l'entreprise Combs et la transportation à travers les États. À chaque fois que le procureur pose ce genre de questions, il demande aussi où avaient lieu ces transactions, durant quel voyage, etc. George dit aussi avoir été témoin de 2 épisodes de violence domestique de Diddy, sur Cassie et sur Gina. Diddy aurait agressé Cassie dans leur jet privé. Il a brisé des verres. Après le dernier verre cassé, qu'est-ce que Diddy a fait? Il s'est avancé, Cassie est restée en arrière. Il m'a demandé d'acheter de la crème pour soigner les bleus sur son visage. Comment vous l'avez payé? Avec la carte de crédit de l'entreprise. Vous avez compris, la violence c'est grave, mais l'important c'est qu'ensuite Diddy utilise ses employés, son entreprise Combs, pour couvrir ses agressions physiques. Diddy a agressé Gina dans le hall d'entrée de sa résidence de Miami. Il l'a cognée avec des pommes. C'est original. Et ça peut paraître rien dit comme ça, mais une pomme c'est assez rigide. Imaginez-vous recevoir ça en pleine force. Je me suis sentie coupable de ne pas avoir fait quelque chose après l'incident avec Cassie dans l'avion. Mais vous n'avez pas vu de blessure. Les gens peuvent être blessés sans que des blessures soient visibles. La tonalité et la tension avec laquelle il a jeté les pommes sur Gina, c'était troublant. Vous avez parlé des 2 incidents à Christina Koram? Oui, et je lui ai dit que je ne voulais pas soutenir ce comportement, que je démissionne. Le procureur appelle un escort stripteaser Sharey Eyes, comme si on savait pas déjà comment se passent les freak-offs. Mais là, c'est un gars avec des décennies d'expérience, on le surnomme le Punisher. Il a écrit un livre sur ses aventures et il y consacre quelques pages à ce riche couple avec ce mari voyeur. Cassie l'accueille dans la chambre. Quand Diddy arrive, l'escorte doit pas le calculer. Diddy est tout nu avec le visage caché comme une femme voilée. L'huile pour bébé coule à flot. Diddy donne ses instructions et dirige la scène. L'escorte doit faire ses choses avec Cassie. Puis soit Cassie et Diddy vont dans la pièce d'à côté pour terminer, soit l'escorte doit venir sur Cassie et Diddy la nettoie, si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont engagé Sharey régulièrement, 5 à 6 fois par an quand ils étaient sur New York.
Apparemment, Didi était très satisfait de ses prestations car il payait des grosses sommes, genre $2000 par session. Et une fois, pendant que Sharray démontait Cassie en live, Didi appréciait tellement qu'il a ajouté une quicheta de $100 encore par-dessus. J'imagine que c'est toujours bien d'accumuler des témoignages qui concordent. Mais attention au contre-interrogatoire, parce que Sharray termine par dire qu'il avait l'impression que Cassie, tout comme Didi, prenait du plaisir durant les sessions. Pour lui, elle était à fond dedans, et elle kiffait. Totalement random, mais vous savez que le procureur a balancé des photos de quelques escortes que Didi et Cassie engageaient. Il n'y a absolument aucune info. Aucun argument. Pure curiosité mal placée. En tout cas, Didi est pas difficile, hein. Lui, il est pour la diversité et l'inclusion. Petit, grand, cheveux, pas cheveux, jeune, vieux. Si t'es libre entre 18h et 6h du mat et t'as une tub en état de marche, tu rentres. Il y a aussi plusieurs petits témoignages comme ça. Le manager d'un hôtel où Didi a fait des freak-offs, une maquilleuse de Didi et Cassie qui a été témoin de violence dans la pièce d'à côté, un informaticien qui a extrait les données de l'ordi de Cassie, une psy qui est intervenue en tant qu'expert pour expliquer la psychologie des victimes de violence, pourquoi elles ne partent pas, comment elles minimisent ce qui leur arrive pour pouvoir supporter. Ils ont appelé aussi un agent spécial du Homeland, Gérard Gannon, qui était présent lors des perquisitions chez Didi. C'est ainsi que le procureur balance les photos de la perquisition, tout ce qu'on a retrouvé chez Didi. Des munitions, des armes, des talons de prostituées, des sextoys, du lubrifiant Astroglide et de l'huile pour bébé, respectivement 35 et 25 bouteilles. On est bien loin des 1000 bouteilles qui avaient été annoncées dans la presse. Du coup, 60 bouteilles, c'est beaucoup aussi. Mais ça y est, maintenant qu'on a le cerveau perverti, ça choque même plus. Des téléphones dissimulés dans des bottes, des bouteilles contenant des résidus de meth et de MDMA. L'un des témoignages clés de cette semaine, c'était sans doute celui de Scott Mescudi, alias Kid Cudi. Il est sorti avec Cassie en 2011 et on a entendu cette histoire comme quoi Didi n'a pas accepté leur relation et a mis le feu à sa voiture. On a maintenant 3 témoignages concernant cette histoire. Cassie, et cette semaine la mère de Cassie, et Kid Cudi. Je vais vous raconter l'histoire en croisant les témoignages et on verra ainsi si quelqu'un a menti. Cassie et Kid Cudi commencent à se fréquenter en 2011. Kid Cudi a l'air de penser que Cassie était célibataire à ce moment-là. Nous sommes sortis ensemble en 2011. Qui d'autre elle fréquentait? Didi. Qu'est-ce que vous saviez du statut de leur relation? Qu'elle et Didi avaient eu des problèmes et qu'ils ne sortaient plus ensemble. Pendant un freak-off, Didi a regardé dans le téléphone de Cassie et a découvert qu'elle sortait avec Kid Cudi. Il s'est énervé et l'a menacée avec un ouvre-bouteille. Elle est partie chez Kid Cudi. Elle en a parlé à Capricorn Clark, l'une des assistantes de Didi. Cassie est allée voir Didi chez lui. Il lui a dit qu'il allait balancer ses vidéos de freak-off et lui faire du mal à elle et à Kid Cudi. Il l'a aussi frappé dans le dos ce jour-là. Quand Cassie est retournée à son hôtel, sa chambre avait été saccagée. C'était juste pendant la période des fêtes. Alors Cassie est rentrée chez elle dans le Connecticut. Elle a écrit à sa mère, ainsi qu'à Capricorn Clark, pour leur dire ce que Didi avait fait et ses menaces. Mais d'après elle, elle n'a pas osé tout dire à sa mère. Elle lui a dit que c'était la première fois que Didi était violent et elle n'a pas parlé des freak-offs. Regina Ventura, la mère de Cassie, s'est retrouvée mêlée à cette histoire. Elle a fait ce qu'elle a pu pour protéger sa fille. Cassie m'a dit que Didi l'a menacée de sortir une sextape et de s'en prendre à elle et à Kid Cudi. Comment avez-vous réagi? Ça m'a rendu malade. Didi a exigé $20 000. Il a dit que c'était pour récupérer les pertes dues à Kid Cudi auprès de mon mari et moi. Pourquoi avez-vous pris un crédit pour payer Didi? Pour la sécurité de ma fille. Regardez ce classeur à côté de vous. Ce sont des photos que j'ai prises des bleus sur ma fille, causées par Didi. Pendant qu'il extorquait les mères des gens, Didi s'est aussi occupé de Kid Cudi. Cassie s'était enfuie dans le Connecticut, mais elle avait prévenu Kid Cudi de la menace. Il a préféré aller dormir à l'hôtel que rentrer chez lui. Kid Cudi a parlé avec Capricorn Clark, disant que Didi l'attendait dans une voiture près de chez lui. Vous avez appelé Didi? Oui, je l'ai fait. Il m'a dit « Je suis là, je t'attends ». C'est ainsi que Kid Cudi revient chez lui. L'extérieur a l'air plutôt normal, mais il remarque des signes d'intrusion. Tes caméras de surveillance? Oui, mais j'ai découvert qu'elles n'étaient pas en marche. Et les caméras de surveillance avaient été déplacées. Qu'avez-vous vu à l'intérieur de la maison? Des cadeaux ont été ouverts, des trucs que j'avais de chez Chanel. Et mon chien était enfermé dans la salle de bain. Quels changements de comportement sont apparus chez votre chien après l'intrusion? Il était apeuré, toujours au bord du craquage. Kid Cudi s'est embrouillé avec Didi suite à ça. Il voulait se battre avec lui. Ces histoires ont précipité la fin de sa relation avec Cassie. Il est venu la voir dans le Connecticut car elle était en dépression, elle avait besoin de son soutien, mais elle a rompu avec lui.
Est-ce que quelqu'un est venu vous voir dans le Connecticut? Kid Cudi est venu, pendant quelques jours. J'ai rompu avec lui, c'était trop dangereux. Didi avait dit qu'il nous ferait du mal à tous les deux. Après ça, Cassie a quitté le Connecticut et est retournée voir Didi, mais elle n'a pas osé le dire à sa mère ni à personne. Didi lui a partagé son envie de mettre le feu à la voiture de Kid Cudi. C'est ce qui est arrivé peu de temps après. Kid Cudi a été prévenu que sa Porsche était en feu. On avait fait un trou sur le toit de la voiture et placé un cocktail Molotov à l'intérieur. Kid Cudi savait qui était derrière tout ça. Il a demandé à voir Didi car les choses allaient beaucoup trop loin. La rencontre a été organisée via le garde du corps de Didi, D-Rock, et le manager de Kid Cudi. C'était dans la maison de Didi et Cassie était présente. Que faisait Didi? Il se tenait debout là, comme le super méchant d'un Marvel. Il a dit « On était des potes, tu savais que c'était ma meuf. » Qu'est-ce que vous avez dit? Que je pensais que vous aviez rompu. Ensuite Didi m'a offert de l'eau, à 2 reprises. C'était bizarre que Didi soit aussi calme. Et que disait Cassie? Que nous étions tombés amoureux. C'est des choses qui arrivent. Qu'avez-vous dit à Didi? Je lui ai demandé « Et pour ma voiture ?» Il a dit « Je sais pas de quoi tu parles. » Et je suis partie. Quelques années plus tard, dans cette même maison, Didi s'est excusé auprès de Kid Cudi pour toutes ces histoires. Et ça lui a permis de passer à autre chose. Mais comment vous pensez qu'il a interprété cette situation avec le recul? Lui, il pensait qu'il était en couple avec une personne célibataire, menacée par son ex jaloux. Didi leur cause tous ses problèmes, et pourtant l'histoire se termine avec Cassie qui reste avec Didi et lui qui repart sans meuf, sans voiture et avec un chien en stress post-traumatique. La défense vient appuyer là où ça fait mal. Vous avez dit à cet honorable tribunal et ses jurés que Cassie s'est jouée de vous. Oui, elle s'est jouée de vous et vous n'en aviez aucune idée. Aucune idée. Cassie vous a dit qu'elle avait été maltraitée? Oui, mais elle n'a jamais dit qu'elle avait été maltraitée sexuellement, n'est-ce pas? Elle ne l'a pas dit. Vous l'aimiez? Dites-moi si je me trompe. Je l'aimais, oui. Vous vous êtes fait avoir par la même personne qui s'est jouée de Didi, Cassie Ventura. Tant qu'à faire, la défense va encore plus loin et tente d'introduire le doute que Cassie aurait pu être complice des actions de Didi. Après tout, c'est elle qui a donné l'adresse de Kid Cudi à Capricorn Clark et à Didi. En fait, elle a communiqué cette info le matin même de l'intrusion. Voilà un peu le témoignage croisé de Kid Cudi avec celui de la mère de Cassie, Regina. Une chose à noter, c'est que la défense a choisi de ne pas du tout contre-interroger Regina Ventura. C'est assez bizarre parce qu'elle porte des accusations lourdes à l'encontre de Didi, extorsion, chantage, et la défense se contente d'accepter ses déclarations. Kid Cudi a fait une vidéo pour nous dire ses impressions après son témoignage. La street se permet de l'insulter de balance maintenant. Young Thug a carrément tweeté ça. Mais Kid Cudi, il a le cœur léger. Il est content que cette histoire soit derrière lui. Hey guys, Salut les gars, je tenais simplement à exprimer à quel point je suis reconnaissant pour tout l'amour et le soutien que je reçois. Merci infiniment, vous êtes incroyables. La semaine précédente, plusieurs personnes ont pris le temps de me contacter pour voir comment j'allais et même aujourd'hui, je ressens à quel point cela est significatif pour moi. Vous êtes tous formidables, je vous apprécie énormément. C'est une situation extrêmement stressante et je suis sincèrement soulagé que ce soit terminé. C'est ainsi que s'achève cette semaine du procès. Une semaine sur le thème des employés qui vous regardent faire des dingueries en 4K et qui disent rien. Et aussi avec l'histoire de Kid Cudi, je trouve qu'on a eu une bonne illustration de l'expression anglophone « Il y a toujours 3 versions d'une histoire, la version de l'un, la version de l'autre et la vérité ». Le procès de Didi se poursuit et ça y est, ça commence à parler sur les gens de l'industrie. Jane Doe, le témoin anonyme, pas si anonyme que ça, balance quelques trucs scandaleux. Mais avant ça, on a eu d'autres témoignages intéressants comme ceux de Capricorn Clark ou de Mia. Capricorn Clark, c'est une ancienne assistante de Didi de 2004 à 2012. C'est un peu le chaînon manquant dans l'histoire de Cassie, Didi et Kid Cudi. Le chaînon qui permet vraiment d'identifier des comportements de crime en bande organisée, voire même des méthodes de mafieux. En fait, faut savoir qu'avant d'être engagée par Didi, elle a travaillé pour Suge Knight, son grand ennemi. Donc Didi a commencé par lui mettre un coup de pression quand Capricorn est arrivé. Il l'a emmené à Central Park la nuit avec son chef de la sécurité de l'époque, Oncle Polly, et il lui aurait dit « Comme tu travaillais pour Suge Knight, si quoi que ce soit arrive, je vais peut-être devoir te tuer. » Ça donne le ton pour les années à venir. Elle raconte cet épisode du détecteur de mensonges. Didi avait confié un bijou de luxe en location à Capricorn et il a été perdu. Didi a mis en place toute une opération pour lui faire dire où était le bijou. Elle a été interrogée par Oncle Polly pendant 3 heures, puis ils sont allés chez elle et il a tout fouillé. Ensuite, il l'a emmenée dans un immeuble en travaux, vide, au 6e étage. Oncle Polly l'a laissée là-bas enfermée dans une pièce avec un gros monsieur balèze qui lui a fait passer un détecteur de mensonges. Elle pouvait pas partir
partir et elle avait plutôt intérêt à réussir ce test. Sinon, on lui a dit qu'on allait la jeter dans le fleuve. Ça a duré 5 jours sans rentrer chez elle. Vous voyez ça, c'est quoi? Des menaces, séquestration, plus le détecteur de mensonges. Je sais pas si c'était interdit à l'époque. Bon, en tout cas, il avait sûrement pas le droit de le faire sans son consentement. À côté de ça, elle avait la vie d'une assistante de Didi, c'est-à-dire pas de vie personnelle. Travail 7 jours sur 7, 2 à 4 heures de sommeil par jour. Pour commencer, $55 000 par an. Et Didi voulait pas lui payer ses heures supplémentaires. Capricorn avait des rapports bizarres avec Cassie. De base, elle travaillait pour Didi et d'une certaine manière, elle avait du mépris pour Cassie, car elle la voyait comme la meuf sans talent, sans ambition qui couche avec le patron. Elle raconte une scène un peu lunaire qui montre la dynamique entre Didi et Cassie. Est-ce qu'il vous parlait de sa relation avec Cassie? Oui. Lauren London était là, la chef Jourdan dans l'autre pièce. Il a appelé Cassie, lui a demandé de venir jusqu'ici et donne-moi ça et retourne dans l'autre pièce. Elle l'a fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes des meufs qui voudraient pas faire ça. C'est pour ça que vous avez pas de mec. Qu'est-ce que vous avez répondu? Et comment? Didi se comportait vraiment comme un proxénète avec Cassie et personne calculait. Bref, Capricorn était donc présente durant l'histoire avec Kid Cudi. C'est en fait son implication dans cette histoire qui lui a coûté son job. En 2011, Cassie a commencé à dater Kid Cudi et elle a mis Capricorn dans la confidence. C'était hyper risqué pour elle, au point où elle a conseillé à Cassie de supprimer les SMS qu'elle s'envoyait à propos de ça. Car si Didi tombe dessus, c'est foutu. Et Capricorn a emmené Cassie acheter un téléphone non traçable. Bref, comme on le sait, Didi finit par apprendre que Cassie sort avec Kid Cudi. Il menace la terre entière et il veut aller faire une descente chez Kid Cudi pour traumatiser son chien. Mais il sait pas où il habite. Donc, il est parti avec ses hommes de main, réveiller Capricorn chez elle vers 5-6 heures du matin. Il avait un gun. Il lui a dit d'aller s'habiller et qu'ils allaient, je cite, tuer ce N-word. Il a été très clair, lui et son gun, qu'elle avait pas le choix et devait le suivre. Ding ding ding, traduction, il l'a kidnappé. Une fois qu'il a fini de terroriser le chien, Kid Cudi avait été prévenu et est revenu chez lui. Didi était encore au bout de la rue dans sa voiture, Capricorn toujours captive. Il l'a forcée à appeler Cassie pour lui dire que Didi la retient prisonnière et donc qu'il faut qu'elle vienne. En attendant, Capricorn a parlé avec Kid Cudi pour le convaincre de ne pas porter plainte. Elle lui a dit ce que Didi lui a fait. Il était choqué. On connaît la suite. Cassie a rejoint Didi, il l'a tabassé. Capricorn était présente. Elle a voulu s'interposer, mais Didi lui a dit que si elle s'approche, il va la tabasser elle aussi. C'était particulièrement violent. Il l'a traînée au sol jusque dans la rue. Il tapait pendant qu'elle était au sol. Elle pleurait en silence. Devinez aussi qui était présent. Ruben, un des gardes du corps, qui n'a rien fait bien sûr. Après toute cette histoire, Didi était hyper en colère contre Cassie et Capricorn, et il a trouvé un prétexte pour virer Capricorn, parce qu'il estime qu'elle lui a fait à l'envers en lui cachant la relation de Cassie et Kid Cudi. Il l'a virée sans indemnité et blacklistée. Il a dit qu'il la pousserait au suicide et qu'elle travaillerait plus jamais. Ça a bien failli être le cas, jusqu'en 2016 quand Didi a décidé de la réengager pour travailler avec Cassie cette fois, jusqu'en 2018. Même si elle était contente de manger à nouveau à sa faim, on dirait que Capricorn a eu du mal à digérer que Didi l'ait jeté aux ordures pour un truc que Cassie avait fait, alors que Capricorn était une employée dévouée. Elle réalisait pas ce que Cassie vivait avant de lire sa plainte en 2023. Une autre ancienne assistante de Didi est venue témoigner, Mia, M.A.A. C'est un pseudonyme évidemment. Elle veut garder l'anonymat. Alors elle, c'est pareil, elle avait un rythme de travail très soutenu et une paye misérable. Elle raconte qu'elle est restée debout jusqu'à 5 jours d'affilée avant que Didi ne l'autorise à aller dormir. Elle faisait des séjours dans les villas de Didi pour le suivre dans ses déplacements. Et elle avait pas le droit de partir sans son accord et pas le droit de verrouiller la porte de sa chambre. Elle était aux premières loges pour voir comment Didi traitait Cassie, les violences, les drogues. Didi aimait bien punir Mia. Quand elle faisait un truc qui lui plaisait pas, il la suspendait sans salaire. Ça veut dire qu'elle était temporairement virée et n'était pas payée jusqu'à ce qu'il la reprenne. C'est ce qui s'est passé quand Mia est sortie en douce avec Cassie pour aller à une fête privée organisée par Prince. C'est aussi ce qui s'est passé quand Didi un jour l'a envoyée chercher des gens. Mais elle devait aller changer son tampon. Il était plein à craquer et le sang commençait à couler. Il a pas apprécié. Il lui a crié dessus et lui a balancé un bol de spaghettis dans la face avant de la chasser de chez lui. En mode si je te dis maintenant, c'est maintenant. Allez, casse-toi d'ici. Elle s'est cachée dans les buissons, pieds nus, et elle a été suspendue. Un jour, il lui a balancé son ordi dans la face. Pour le même genre de raison, elle a pas rempli une tâche assez vite.
Swizz Beatz était présent, mais il n'a pas fait grand-chose. Mia a passé plusieurs années avec Diddy jusqu'en 2017 et c'est seulement grâce à ce procès qu'elle parle de tout ce que Diddy lui a fait. L'emprise, c'est pas seulement pour les relations amoureuses. Non seulement elle était psychologiquement déphasée à cause de la charge de travail. Quand vous êtes assistant, le but c'est de monter en grade. Elle avait l'ambition de produire une série télé. Diddy lui faisait miroiter ça. Il était aussi violent envers elle, comme je vous ai dit, et aussi il le rêvait à plusieurs reprises. La première fois, c'était en 2009, lors de l'anniversaire de Diddy pour ses 40 ans. Ils étaient dans la cuisine ensemble. Diddy a demandé à tout le monde de sortir et de les laisser seuls. Ils ont bu un shot de vodka ensemble et il l'a agressée. Elle décrit bien 2-3 autres exemples comme ça. Le plus souvent, il la chope quand elle est seule dans une pièce. Parfois, il vient jusque dans son lit quand elle dort. Mia a toujours porté la honte de ce qu'il lui a fait et elle a jamais voulu parler de tout ça. En fait, c'est comme si elle pensait qu'elle était fautive. Elle était assez proche de Cassie et Diddy menaçait régulièrement Mia de tout lui balancer. C'est en partie comme ça qu'il la tenait. Bon, on en parle du témoignage de Jane Doe. Un bordel pas possible. On pouvait déjà se douter de son identité dans les premiers jours du procès, quand le procureur la décrivait comme une mère célibataire qui est sortie avec Diddy ces dernières années. Mais allez, si elle veut être anonyme, il faut respecter son choix. Sauf que pas du tout en fait. Déjà, il y avait quelques indices dans son témoignage. Elle dit par exemple que le père de son enfant ne s'entendait pas bien avec Diddy. Ça, c'est quand elle a commencé à fréquenter Diddy en janvier 2021. Elle lui a dit qui est le père de son gosse. Diddy lui a répondu que ça le dérange pas. Ça le dérange pas. Bah voyons. Il y a aussi eu un gros fail durant le contre-interrogatoire. L'avocat de Diddy a fait une gaffe. Il a mentionné l'enfant de Jane Doe en disant « votre fils ». Jane lui a direct dit « par contre, vous pouvez dire mon enfant plutôt que mon fils ». Dans la retranscription officielle, ils ont supprimé ce passage. Mais il y a littéralement des journalistes qui tweetent en live. C'est trop tard, meuf, désolé. Donc on sait qu'elle est mère célibataire avec un fils, qu'elle a eu avec quelqu'un qui ne s'entend pas avec Diddy. Ok, l'anonymat c'est fini. 50 Cent est venu confirmer les choses avec des posts Instagram. Il a dit « Hey, est-ce que quelqu'un sait qui est Jane Doe ? J'essaie de faire des recherches pour le documentaire sur Diddy. » Et ensuite, il a répondu lui-même. Entre parenthèses, rien qu'avec sa coiffure, on devine qui c'est. Heureusement qu'elle a pas témoigné contre la mafia russe, parce qu'elle serait bien morte à l'heure qu'il est. Le point positif, c'est que la honte n'a encore tué personne. Daphne Joy, alias Jane Doe, est sortie avec Diddy de 2021 à 2024. Son témoignage est lunaire. Elle a l'air d'avoir aussi été manipulée émotionnellement par Diddy, mais c'est un peu différent de Cassie et des employés, parce que justement Diddy n'avait pas vraiment de pouvoir sur la vie de Daphne, et ce pendant longtemps. Par contre, dès les premiers mois de leur relation, il a commencé à la payer. Il lui donnait des 10K par-ci, 20K par-là, et il faisait avec elle le même genre de sessions qu'on connaît. Elle les appelle des nuits d'hôtel ou des sessions de divertissement, mais c'est bien des freak-offs tels qu'on les connaît. C'est toujours Diddy qui dirige les sessions, drogue, lingerie, talons de strippeuse et huile pour bébé partout. C'était devenu presque systématique qu'il fasse une session quand ils se voyaient. Ça veut dire 2 ou 3 rounds à chaque fois. Un round égale un escorte. Ça durait environ 19 à 30 heures de temps. Daphne couche avec l'escorte, puis avec Diddy et ainsi de suite. Tout comme Cassie, elle a développé des infections dans ses parties intimes, mais elle faisait quand même les sessions. Les escortes ne mettaient pas toujours de préservatif. Daphne essayait d'insister pour ça, mais Diddy voulait pas, et il mettait la pression. Un jour, elle était tellement fatiguée et overdosée de drogue qu'elle a vomi après le 2e round. Diddy lui a dit « Ok, tant mieux, ça veut dire que ça va mieux maintenant. Tu peux faire un 3e round. » Le gars est fou. Hey baby, we had a great time. Stay in the On s'est light. bien amusé. Reste dans la lumière. Tout va bien. Va te reposer. Tu es une pipe à crack. C'est le nouveau nom que je t'ai donné. Du coup, je dois t'appeler comment? CP? Ouais, je veux que tu restes dans la lumière. Tu comprends? Nous avons passé un très très bon moment ensemble. On s'est tellement bien amusé. C'était tellement marrant. Maintenant, va te reposer et focus sur l'argent. Tu comprends? Signe ton contrat, trouve un bon endroit où vivre. Détends-toi et voilà. J'ai passé un bon moment. Je veux vraiment que tu te reposes. Je savais pas que tu avais vomi et tout ça. C'est pour ça que je me suis dit, non mais attends 1 minute. Bon, repose-toi bébé. Love. Voilà un peu la vie de Daphne. Sauf que son vrai problème dans tout ça, c'était pas forcément les sessions, mais plutôt le fait que Diddy la traite comme une escorte. Elle voulait une relation avec lui, et elle était même persuadée d'être en couple, malgré qu'il avait d'autres meufs avec qui il s'affichait en public. J'étais jalouse. Je le voyais faire des trucs avec d'autres femmes dans leur story Instagram. Pourquoi vous vous sentiez jalouse si vous saviez qu'il sortait avec d'autres femmes ?
Moi, je venais pour faire des nuits d'hôtel avec Don et Sly, et ensuite, lui, il allait donner des moments privilégiés à d'autres femmes. Et on les connaît, ces femmes. C'était entre autres Gina et bien sûr Young Miami. Il s'affichait en public avec Young Miami. Daphné restait cachée et elle, même en privé, il faisait pas souvent des activités avec elle. Parce que tu sers juste à énerver 50 Cent, mais tu veux pas comprendre. Bref, la vie continue comme ça encore plusieurs années, jusqu'au point où ça se professionnalise. En mars 2023, Diddy et Daphné mettent en place le Love Contract. C'était bien sûr pas un vrai contrat papier, mais le principe est le même. Il lui faisait des virements mensuels de $10 000, en plus de payer son loyer, et en plus de petites rallonges occasionnelles. Vous devez tous des excuses à Lil Rod. Le gars disait la vérité, au moins sur ce point-là. Daphné était une travailleuse et Diddy avait pas peur de lui rappeler. Je ne sais vraiment pas ce qui t'arrive, mais je voulais juste te prévenir que je vais vraiment disparaître, tu captes? Je ne vais pas jouer à ces jeux avec toi, pas du tout. Tu penses que tu peux me faire le traitement du silence? Tu vas avoir un réveil brutal, et tu vas juste avoir du silence. Personne va te menacer. Je veux même pas commencer à m'embrouiller avec une femme, tu comprends? Je te le dis, j'ai pas le temps pour les sottises. Vu où j'en suis dans ma vie en ce moment, je n'ai pas le temps pour les jeux. Toi et moi, on peut être en colère, on peut s'embrouiller, peu importe. Après ça, tu ferais bien de continuer à travailler. C'est tout. Pourtant, moi, je dois travailler pour toi. Non, ça ne marchera jamais comme ça. J'ai essayé de ne pas te laisser ce message, mais tu ne m'as pas laissé le choix. Donc, soit tu commences à passer à autre chose, ou bien c'est moi qui devra passer à autre chose. Et c'est pas des menaces, je suis juste clair. Je peux pas jouer à ça avec toi à chaque fois que tu es contrarié. Un truc marrant, c'est qu'il paye encore son loyer jusqu'à aujourd'hui. Je répète parce que vous avez pas compris. Ils sont ensemble depuis 2021. Ils ont fait un break en octobre 2023, puis remis ensemble en février 2024. Diddy paye son loyer depuis mars 2023 non-stop. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble, mais Diddy paye toujours son loyer, ainsi que l'avocat qu'elle a engagé. On dirait qu'il continue de la payer pour acheter son silence. C'est de quoi ça a l'air. En tout cas, c'est très bizarre. Malgré la plainte de Cassie, Daphné est retournée avec Diddy en février 2024, malgré la vidéo de surveillance, malgré les raids dans ses villas. Daphné était même présente quand Diddy a fait sa vidéo d'excuses. Toute son équipe s'était réunie pour l'aider à écrire son texte. Ils ont fini par se séparer, mais rien à voir avec le procès Rico. Daphné accusait Diddy d'être sortie avec quelqu'un d'autre. Elle raconte qu'elle a commencé une crise de jalousie pendant un dîner chez Diddy. En mode, t'as pas honte de sortir avec des gamines, t'es un pédo. Elle l'a agressé physiquement. Elle lui a cogné la tête. Elle lui a lancé des trucs au visage. Ensuite, elle est partie s'enfermer dans la salle de bain. Il a défoncé la porte et il l'a tabassée. Ensuite, ils ont appelé ensemble la go en question, avec qui Diddy était soi-disant sorti, mais elle a pas vraiment donné de réponse claire. Du coup, ils ont appelé l'assistant de Diddy, et lui a confirmé que Diddy n'était pas avec la go. Et le pire, c'est que c'est vrai. L'assistant a maintenu ça quand il est passé à la barre. Diddy était donc innocent et fidèle. Yay! Du coup, pour fêter ça, après la bastonnade et un œil au beurre noir, il a dit à Daphné de se préparer pour faire une session avec un escorte. Ils ont appelé Anton, un habitué. C'est là que Diddy va apprendre un truc qui va l'anéantir apparemment. Pendant leur break, entre octobre 2023 et février 2024, Daphné a passé une soirée pas comme les autres. Elle était à Las Vegas avec un rappeur connu et sa femme. Ils étaient dans un hôtel ou je sais pas quoi, dans une pièce avec plusieurs invités, aux premières loges pour regarder Anton démonter la femme du rappeur devant tout le monde. Le rappeur que vous avez mentionné, il était proche de Diddy? Oui. Ce rappeur, ils ont enregistré ensemble. C'est aussi une icône dans l'industrie de la musique? Oui. Vous êtes allé à l'anniversaire avec la femme ou la copine du rappeur? Saviez-vous que Anton voyageait avec eux? Oui. Et Diddy le savait? Oui. Quand Anton couchait avec la femme, combien de personnes étaient dans la pièce? Oh, 7 ou 8, on regardait. Le rappeur flirtait avec vous? Oui. Vous avez montré vos seins dans la pièce. Qui vous l'avait demandé? C'était juste dans l'ambiance du moment. Qu'est-ce que le rappeur vous a dit? Qu'il a toujours voulu me ken. Il avait un faible pour vous? Oui. Non mais lol. Kanye, c'est toi? Dis la vérité. On écoute et on juge fort. Quel autre rappeur peut faire un truc pareil? Je vous avoue, j'ai d'abord pensé à T.I. parce qu'il est dans les délires échangistes lui aussi. Mais c'est plus des plans à 3 qu'ils font. Et avec des femmes. Pas des hommes escortes devant un public. En plus, il est pas ami avec Diddy. Bref, Kanye, c'est bon, t'es grillé. C'est pour ça que Diddy est devenu ton frère tout d'un coup et que t'es parti consoler ses enfants. Vous êtes deux gros malades, tournez-vous vers Jésus.
Toi, on te parle, tu veux pas écouter. Voilà maintenant. Le prochain Rico, c'est pour toi, sache-le. C'est Bianca qui tient ta liberté entre ses mains. J'espère que t'en as conscience. Kanye West a même eu l'audace de venir soutenir Diddy durant le procès. Je crois pas qu'il était là en même temps que Daphné. C'était le jour d'après. Des vêtements blancs et une âme noire. Comment va ton cousin Kanye? Next subject. Bon, qu'est-ce qu'on fait du témoignage de Daphne Joy? Je trouve que pour elle, c'est pas très clair si elle est vraiment une victime ou une escorte qui espérait une relation officielle qu'elle n'a jamais eue. Je vaux tellement plus que d'être laissée dans une chambre d'hôtel sombre. Mon cœur est brisé. Je ne veux plus jouer ce rôle dans ta vie. J'ai l'impression que c'est la seule raison pour laquelle tu payes pour la maison. Diddy lui faisait du chantage. Genre, tu fais les sessions ou bien je paye plus la maison. Mais c'est ça le principe de la prostitution en fait. Donc, à partir du moment où elle reçoit un virement automatique, qu'est-ce qu'elle espère? Diddy est un manipulateur. Mais elle, c'est pas une jeunette sortie de sa campagne. Elle était peut-être pas contente de faire les sessions, mais techniquement, elle était d'accord. Elle travaillait dur pour être promue petite amie officielle. Tu savais que je finirais en beauté. Tu me parlais pour que je continue de performer. Je sais que j'étais consentante. Comme tu l'as dit, tu ne savais pas que je ne voulais pas. C'est ma vérité. Je t'aime beaucoup. J'ai besoin de faire une pause. Pourquoi vous avez dit « je sais que j'étais consentante » J'ai repris ces mots. Il a dit que si quelqu'un voyait les vidéos, il penserait que je voulais ça. Est-ce que c'était vrai, Jane? J'essaye encore de le savoir. En plus, elle n'a pas décrit de violence physique régulière. Entre guillemets, seulement la bastonnade après leur dîner. Cassie se faisait taper tout le temps. Et aussi durant les sessions. C'est en partie ce qui permet de dire qu'elle était contrainte. Kim Porter, même Gina se faisait taper. Si j'ose dire, j'ai l'impression que Diddy considérait vraiment Daphne comme une escorte et il n'était pas assez impliqué dans leur relation pour la frapper. Je sais, c'est horrible dit comme ça, mais je crois que ça fait du sens pour un pervers comme Diddy. Après, j'oublie pas que Diddy continue de payer son loyer. Donc peut-être qu'il y a des morceaux de l'histoire qu'elle a pas mentionnés. Peut-être qu'il l'a frappé aussi, mais qu'elle ne l'a pas dit. En tout cas, pour moi, la seule raison pour laquelle il s'est intéressé à Daphne, c'est 50 Cent. Et la pire vengeance, c'est prendre la baby mama des gens, même pas pour s'afficher en public, mais pour faire que du sale avec elle. Et 50 Cent le savait durant tout ce temps. Il faisait le rigolo sur Instagram, mais il avait mal. Le procès de Diddy arrive à sa fin, et c'est pas pour me déplaire. Je vais pas vous mentir, j'en ai par-dessus la tête. Oh, Lord have mercy. Today drained me. Les avocats ont fait leur dernier réquisitoire, mais avant ça, il s'est quand même passé des trucs. Une bonne poignée de témoins sont venus à la barre, notamment Jonathan Perez, un ancien assistant de Diddy, et aussi Brandon Paul, le fameux Brendan qui avait été arrêté dans son coin lorsque les villas de Diddy avaient été prises d'assaut. Il a admis à la barre que la coke qu'il avait sur lui au moment de son arrestation était celle de Diddy. À l'époque, on pensait que Brendan était comme le fournisseur de Diddy, son dealer personnel qui lui donnait toutes les drogues dont il avait besoin, un membre de l'entreprise Combs, mais en fait il a été engagé assez récemment et officiellement il était comme une sorte d'assistant / coach sportif. Vous n'étiez pas qu'une mule de drogue, n'est-ce pas? Je n'étais pas que ça. C'était une petite partie de ce que vous faisiez, absolument. Vous dites que vous ne travailleriez pas pour un criminel, mais vous avez acheté de la drogue pour Diddy. Oui, plus de 5 fois, mais moins que 10. C'est quoi cette photo? Ma main, avec de l'ecstasy et du Tootsie, cocaïne rose. Pourquoi avez-vous pris cette photo? Pour demander à l'équipe quoi faire avec après que je les ai trouvés. On m'a dit de les mettre dans le sac de Diddy. Est-ce que vous avez acheté de la marijuana pour lui? Oui. Il liste les vendeurs de drogue que Diddy utilisait. Philip Pines, One Stop, Guido, Baby Girl. Tout ça pour dire que je trouve que le rôle de Brendan dans l'entreprise Combs a été plutôt minimisé dans son témoignage. Pourtant, il avait l'immunité. Et ça veut aussi dire que Diddy n'emploie pas de vendeur de drogue lui-même. Avec les derniers témoins, les avocats ont parcouru un tas de documents, des screens de conversations entre Diddy, Christina Koram, Jane Doe, Cassie, tous les personnages de l'histoire. Les procureurs voulaient aussi montrer que Christina Koram, la chef d'équipe, était au courant des violences et de la coercition durant les sessions, parce qu'elle est censée être la co-dirigeante de l'entreprise Combs. Comme ils accusent Diddy de conspiration, il faut prouver qu'il y a des co-conspirateurs en gros. Mais si Christina gère juste l'emploi du temps des gens et qu'elle n'est pas au courant des détails criminels, ça marche pas. Le procureur a terminé avec sa liste de témoins en début de semaine. C'était alors à la défense d'appeler des témoins, s'ils le voulaient. Ils ont décidé qu'ils n'appelleraient aucun témoin, pas même Diddy du coup. C'est ainsi qu'on assiste à un échange entre Diddy et le juge. Monsieur Combs, comment vous sentez-vous? Je vais très bien. Je voulais vous dire merci. Vous faites un excellent travail. Vous comprenez que la décision de témoigner ou non vous appartient. Vous le comprenez? Oui, votre honneur. Est-ce que c'est votre décision de ne pas témoigner? Oui, c'est ma décision. Entièrement ma décision. Avec mes avocats.
Ok, si Didi va bien, on est rassuré. Et s'il veut pas témoigner, c'est qu'il est pas encore complètement fou. C'est une bonne chose. Ça n'apporterait rien à part du pain béni pour les procureurs. Imaginez 3 jours d'interrogatoire où il va expliquer aux jurés comment il fait pour défigurer ses meufs et c'est quoi son obsession avec l'huile pour bébé. Ils ont pas besoin d'entendre ça. Maintenant que tous les témoins ont été entendus, toutes les preuves ont été montrées, il faut clôturer le procès pour laisser les jurés délibérer. Pour ça, le juge doit leur soumettre un document qui détaillera clairement la liste des charges contre Didi. Ce document doit être revu et approuvé par les avocats. C'est donc le moment pour les deux parties d'introduire des demandes pour modifier les charges, maintenant qu'on a une vue sur l'ensemble des preuves et témoignages. C'est ainsi qu'on a les avocats de Didi qui ont fait tout un discours en utilisant la règle 29, pour en gros demander l'acquittement de Didi. Voilà, plus c'est gros, plus ça passe. Ça veut dire qu'ils considèrent qu'il y a tellement pas assez de preuves que Didi mériterait d'être blanchi là maintenant tout de suite. Principalement ce que la défense reproche, c'est qu'il n'y a pas cet élément de collaboration dans les soi-disant crimes. Et en plus, il n'y a pas de crime, à part la violence domestique. Et ça, c'est pas un crime fédéral. Les soi-disant membres de l'entreprise Combs ne sont même pas au courant du soi-disant trafic sexuel qui a lieu durant les sessions. Les assistants organisent les sessions, mais quand on les interroge, ils voient ça comme des nuits d'hôtel, des moments d'intimité entre Didi et ses meufs. David James, un assistant, a dit qu'il a vu un homme nu dans la chambre d'hôtel, mais il a pensé que ça ne faisait pas partie de son travail. Le sexe avec Cassie Ventura et Jane impliquait parfois une tierce personne, mais elle n'était pas engagée par le staff. Jane a dit à Cabral Williams, un escorte, « Je ne veux pas que l'équipe te croise ». Et en mai, Jane a dit qu'elle devait attendre que les assistants partent. Il n'y a pas de preuve que Christina savait ou pensait que ces femmes étaient forcées. Elle faisait du damage control. Il y a des preuves que Didi lui mentait. Christina est censée être la principale co-conspiratrice, mais elle n'apparaît qu'à partir de mars 2016, au bout de 12 ans. Il a dit que les charges étaient en grande partie inconstitutionnelles. Il n'y a pas de preuves suffisantes de kidnapping. En ce qui concerne Capricorn Clark, déjà, quand elle a fait plusieurs jours de détecteur de mensonges, les gardes du corps l'emmenaient là-bas et la ramenaient chez elle tous les jours. Elle allait faire son détecteur de mensonges dans son immeuble désaffecté de son plein gré. Pour Cassie, quand Didi l'a tabassée puis séquestrée dans un hôtel pour qu'on voit pas ses blessures, l'avocat dit que selon la loi californienne, plusieurs éléments sont absents pour qu'on puisse dire que c'est un kidnapping. Il dit aussi qu'on n'a pas de preuve que c'est bien Didi qui a mis le feu à la voiture de Kid Cudi. Et puis il avance que Cassie n'était pas forcée de faire les sessions parce que, d'après leur conversation, elle ne lui dit pas clairement qu'elle ne voulait pas. Elle a dit qu'elle voulait lui faire plaisir. En gros, si elle se mentait à elle-même, c'est malheureux, mais pour incriminer Didi, il aurait fallu qu'il sache que la go était pas d'accord. Le procureur a répondu qu'il y avait largement assez de preuves pour tout ça. Mais finalement, on apprend que le procureur a déposé une lettre pour demander de retirer des charges. Ils ont retiré la tentative de kidnapping, tentative d'incendie criminel et la complicité de trafic sexuel. What the fuck are you doing? Juste avant les plaidoyers finaux, le procureur décide d'abandonner certaines charges. Et après ce qu'a dit la défense sur le manque de preuves, ça a donné l'impression que le procureur commence à douter de son dossier. Et donc, c'est comment? Didi va sortir libre? C'est ça que vous voulez? Qui vous a payé? Dites la vérité. Non, en fait, il y a une autre explication, et c'est plus subtil que ça. Déjà, ça part d'une volonté d'uniformiser les charges, volonté exprimée par le juge. Faut comprendre que Didi a un RICO sur la tête, ça comprend toute une liste de crimes. Et dans le cas de Didi, on a l'incendie criminel, le kidnapping, la corruption, le trafic de drogue, comme crime qui entre dans la catégorie RICO, crime en bande organisée. Maintenant, pour que le RICO soit validé, il faut que Didi soit reconnu coupable d'au moins 2 crimes dans tout ça. Seulement 2 crimes. Mais si vous regardez dans son document initial d'inculpation, vous voyez qu'il y a 3 charges. Le RICO, puis à côté de ça, le trafic d'êtres humains et la transportation pour la prostitution. Là, durant le procès, les avocats parlent aussi de travail forcé et d'obstruction à la justice. Mais je sais pas exactement dans quel groupe les mettre. Bref, tout ça pour dire que les charges qui ont été abandonnées, ce sont les tentatives de kidnapping, tentatives d'incendie et complicité de trafic sexuel. Les mots ont leur importance, puisque non seulement, comme je vous ai dit, le RICO comprend plus que le kidnapping et l'incendie, donc il a toujours son RICO sur la tête, mais en plus, il n'était pas juste accusé de tentative. Dans le document d'inculpation, on a à la fois des charges de tentative et de full kidnapping et incendie. Pareil pour le trafic sexuel. On l'accusait pas seulement de complicité, mais de lui-même faire le trafic. Vous comprenez alors pourquoi le juge a demandé d'uniformiser. C'est juste pour éviter les doublons et faciliter le travail des jurés. Donc quand vous voyez sur les réseaux qu'on a abandonné les charges de kidnapping, d'incendie criminel et de trafic sexuel, sachez que c'est complètement faux. Didi est toujours dans
la sauce, mais si vous voulez le soutenir, vous pouvez rejoindre le club de Kanye West. Il a sorti une chanson en feat avec King Combs, le fils. C'est Free Diddy jusqu'à la muerte, hein. Ah mais en fait c'est pire que ça. Kanye a fait un album commun avec King Combs, Never Stop. North West est aussi sur l'album, la fameuse chanson à laquelle Kim refusait que North participe. Mais lui vraiment... Bref. C'est donc aux jurés de décider du sort de Diddy. Les avocats font leur dernière plaidoirie. Diddy est un entrepreneur noir qui s'est fait tout seul. Il a construit de vraies entreprises qui sont tellement proéminentes que d'autres créent des partenariats avec elles. C'est difficile d'être Diddy. Combien de témoins ont dit qu'ils étaient déstabilisés? Les assistants étaient déstabilisés par Diddy. C'était comme la Harvard Business School. Il me poussait. Est-ce qu'il l'aimait toujours bien? Non. N'allons même pas là-dessus. Est-ce qu'il l'aimait bien? Non. Mais il l'adorait. Même ceux qui portent plainte contre lui. Seul Diddy est inculpé ici. Personne n'a témoigné qu'il faisait partie d'une bande organisée. C'est la plus grande division entre les preuves dans ce procès et ce que les procureurs disent. C'est un grand manque de preuves. Ils ne l'ont pas inculpé pour des crimes, mais pour des crimes en bande organisée. Ils ont besoin d'un co-conspirateur et ils n'en ont tout simplement pas. Ils parlent de Christina. Les preuves dans ce procès montrent juste que Christina est une personne qui aide. Kerry Morgan appelle Christina et D-Rock. Si on vous paye alors que vous n'avez pas performé d'acte sexuel, alors vous êtes payé pour votre temps. Dans la tête de Diddy, c'est légal. Ce serait différent si un témoin avait dit « j'y suis allé et performé un acte sexuel » et il y a eu une négociation à propos de ça avec Diddy. La première personne qui a dit que c'était de la violence domestique, c'était Cassie Ventura. Elle a fait un post Instagram. Elle a dit « Merci pour votre amour et soutien, la violence domestique est un problème ». Elle aurait pu dire n'importe quoi sur son téléphone ou sa tablette. Elle aurait pu dire « Cela concerne le trafic sexuel ». Elle n'a pas dit ça. Elle a dit que cela concernait la violence domestique. Croyez-la, croyez Cassie quand elle dit que le problème est la violence domestique. À un moment donné, vous pouvez vous dire « Est-ce que je peux faire confiance au procureur ?» Ça demande beaucoup de courage d'acquitter. Je pense que les preuves montrent, et vous pouvez conclure, que le gouvernement a ciblé Diddy. Je n'aurais pas dit ça si Cassie était partie voir la police. L'Amérique est géniale, parce que entre chaque citoyen et le gouvernement, il y a les jurés. C'est votre maison. Je vous demande de réunir ce courage pour faire ce qui est juste et acquitter Diddy de toutes les charges. Il n'est pas un criminel, il est innocent. Ce gars ne peut pas aller chercher ses propres bouteilles d'eau ou brancher son propre chargeur. Il est le général. Il délègue. Christina sait que les sessions impliquaient les escortes. La seule raison pour laquelle il aurait besoin de $1000 dans un hôtel serait pour payer des escortes. Christina lit tous les messages de Diddy. Alors elle savait. Christina à elle seule rend Diddy coupable de la charge numéro 1. Les drogues? La défense parle de conspiration pour la distribution. Mais donner de la drogue à Cassie et Jane, c'est de la distribution. C'est suffisant. La défense dit qu'elle le voulait. La théorie de la défense, c'est que Cassie voulait qu'on lui urine dessus, que Jane voulait faire l'amour avec Anton après avoir été frappée et Mia voulait qu'on la pénètre. Que Cassie et Jane voulaient passer des jours dans l'huile avec des infections urinaires, en talons hauts et des hommes étranges. Mia a dit non. Cassie a dit non lors de son 29e anniversaire. Jane a dit non avant Anton, après qu'on l'ait frappé. Ces femmes n'avaient aucune raison de mentir. La défense dit que c'est pour l'argent, mais Cassie a déjà été payée. Il a forcé Cassie et Jane là-dedans. Et rien n'est arrivé. Il a violé Mia et rien n'est arrivé. Il a battu Cassie et rien n'est arrivé. Il a battu Cassie dans un hôtel sur enregistrement vidéo, puis a donné un pot de vin au vigile pour l'acheter et rien n'est arrivé. Il était intouchable. Il ne pensait pas que ces femmes allaient parler et que Kid Cudi et Deontay Nash et d'autres hommes confirmeraient. L'accusé n'est pas un dieu. Il est égal devant la loi. Reconnaissez le coupable. Depuis novembre 2023 qu'on est bloqué dans ce cauchemar. Et c'est cette semaine qu'on va pouvoir récupérer nos vies. Toute cette histoire était assez éprouvante et pesante de manière générale. Je suis assez contente que ce soit en grande partie terminé. Après près de 2 mois de procès, 34 témoins et des heures de témoignages obscènes, un jury de 8 hommes et 4 femmes a déclaré Sean Diddy Combs non coupable d'extorsion et de trafic sexuel, mais coupable de 2 chefs d'accusation de transport à des fins de prostitution. Le juge décide actuellement si Combs sera effectivement libéré aujourd'hui. Alors comment comprendre le verdict? C'est pas compliqué. Diddy avait 3 charges sur le dos, le RICO,
crimes en bande organisée, le trafic sexuel et la transportation pour la prostitution. Les jurés ont statué sur les 3 charges, mais ils ont aussi distingué les charges 2 et 3 selon la victime, Cassie ou Jane Doe. Donc coupable de transportation pour les 2 victimes, mais non coupable de trafic sexuel et surtout non coupable pour le RICO, la charge numéro 1. Malgré qu'il n'est pas totalement blanchi, c'est clairement une victoire pour Didi et ses proches. On pouvait voir sa famille et ses avocats se réjouir de la nouvelle au sortir du tribunal. Hey yo, we love y'all. We love everybody watching. So happy. Pop's coming home. God bless. God bless the whole world. What was going through your head when the verdict was read? Happy. C'est une victoire pour Sean Combs. C'est une grande victoire pour le système des jurés. Vous avez vu le procureur du district sud de New York se jeter sur lui avec toute sa puissance. Ils ne s'arrêteront pas. Cependant, il y a un élément qui sépare chacun d'entre nous de la prison, et c'est le jury composé de 12 citoyens responsables. Nous avons eu des jurés formidables. Les jurés ont attentivement écouté chaque mot, et ils ont parfaitement saisi la situation, ou du moins assez correctement. Mais qu'est-ce que ça signifie pour Didi concrètement? Ses problèmes ne sont pas encore tout à fait résolus. Tout de suite après le verdict, il a soumis une demande pour être libéré en attendant l'audience pour décider de sa peine. Cette audience aura lieu le 3 octobre. Les avocats de Didi ont argumenté que les charges dont il a été reconnu coupable ne justifient pas une détention. Mais le procureur a dit que c'est bien gentil, mais le gars est toujours riche et il peut très bien s'enfuir. Et le juge était d'accord avec le procureur. Alors, libération refusée. Vous savez que là, c'est pas encore totalement gagné. Pour la sentence, le procureur peut demander jusqu'à 20 ans de prison pour cette affaire de transportation pour la prostitution. Mais je vous rassure, il y a peu de chances qu'il le fasse. En vérité, Didi risque plutôt quelque chose comme 5 ans de prison, moins le temps qu'il aura déjà passé en tôle. Donc le gars va sortir avant Tory Lanez, c'est des barres de rire. Bref, tout ça c'est des discussions entre les avocats et le juge. On saura ce qu'il en est en octobre. En attendant, il va rester dans sa cellule. Ça lui laissera le temps d'établir la liste de toutes les personnes qu'il va faire buter à sa sortie. Je plaisante, bien sûr. Mais le premier sur la liste, on est d'accord que c'est Jay-Z. Monsieur, Didi n'est pas mon ami. C'est ce qu'il a dit quand il se défendait contre sa propre plainte. Il a dit « Je connais pas cet homme et je suis pas dans les histoires ». Ensuite, dans l'ordre, on a Cassie, forcément, pour le principe, 50 Cent, Daphne Joy et Lil Rod. Sa plainte a été classée sans suite, mais je sais pas, j'ai peur pour lui. Ray J aussi, il a beaucoup fait le malin. Ceux qui savent ça. J'ajoute aussi Bishop T.D. Jakes. Il a dit à Oprah qu'il t'avait parlé qu'une fois dans sa vie, juste pour dire joyeux anniversaire. Le seul qui est en sécurité, c'est Kanye West. Et c'est pas pour de bonnes raisons. On a eu justement quelques réactions de stars par-ci par-là. Les petites poules qui essayent de revenir dans le poulailler discretos. Tiny Harris, la femme de T.I., est partie commenter un post qui célébrait la victoire de Didi. Elle a dit « Ouais, les gens veulent tellement vous condamner parce que vous êtes sexuellement libérés. C'est abusé. » Alors elle, faites pas attention. Je crois qu'elle a des flashbacks de quand les meufs avec qui elle faisait des plans à 3 avec son mari étaient sorties une par une pour dire que T.I. et Tiny les avaient V. C'est marrant comment les gens vont maintenant profiter du fait qu'ils soient non coupables pour trafic sexuel pour commencer à ignorer tout le côté pointeur. Je rappelle quand même que c'était pas un procès pour V, donc le résultat du verdict ne nous permet pas de dire que c'est pas un pointeur. Le truc intéressant aussi, c'est que le post sur lequel elle commente, c'est un post d'une dame qui était apparemment une amie proche de Kim Porter. Et cette dame soutient Didi. Intéressant. Toujours dans la catégorie poulailler, mais version audace plus, on a Young Miami. Elle sortait avec Didi juste avant que le bateau coule, et elle pensait que sa vie allait changer pour toujours. Elle transportait la coke rose de Didi dans la joie. Et quand les problèmes sont arrivés, c'était « j'ai rien vu, rien entendu ». En fait, elle avait expliqué que elle et Didi sont tombés amoureux l'un de l'autre, et que leur relation a pris une tournure plutôt sentimentale, sans qu'ils s'en rendent compte. Mais ses problèmes judiciaires ont fait qu'elle a dû s'éloigner de lui. Donc, elle n'a jamais vraiment parlé négativement sur lui, au contraire, mais c'est vrai qu'elle l'a lâché en pleine tempête. Aujourd'hui, il est non coupable et elle a décidé de faire sa petite story pour faire la maligne. Écoute, c'est bien, hein, j'espère que Didi ne t'en veut pas. Sinon, toi aussi, tu peux atterrir sur la liste. On a quoi d'autre encore? L'avocat de Cassie a fait une déclaration suite au verdict. Toute cette procédure pénale a commencé lorsque notre cliente, Cassie Ventura, a eu le courage de déposer sa plainte civile en novembre 2023. Bien que le jury n'ait pas reconnu M. Combs coupable de trafic sexuel de Cassie, au-delà de tout doute raisonnable, elle a ouvert la voie pour que les jurés le déclarent coupable de transport pour la prostitution. En partageant son expérience, Cassie a laissé une empreinte indélébile à la fois sur l'industrie du divertissement et sur la lutte pour la justice. Nous devons répéter, sans aucune réserve, que nous croyons en notre cliente
présente et la soutenons, elle qui a fait preuve d'un courage exemplaire tout au long de ce procès. Elle a montré une force incontestable et a attiré l'attention sur les réalités que vivent les femmes face à des hommes puissants de notre entourage, ainsi que sur les comportements répréhensibles qui perdurent depuis des décennies sans conséquence. Cette affaire a prouvé que le changement est plus que nécessaire et nous continuons de nous battre pour les survivantes. En ce qui me concerne, pour être honnête avec vous, je ne pense pas grand-chose du verdict. C'est-à-dire que forcément, je dirais pas que je suis contente, mais je suis pas scandalisée non plus. Le RICO, c'était joli sur le papier, mais on a suivi le procès et on a vu les limites de leur théorie. En fait, très exactement, je pense que Didi est vraiment coupable de crimes en bande organisée. Menacer ses employés, les kidnapper, les les freak-offs sous la contrainte, séquestrer le chien des gens, l'incendie de la voiture. En fait, il y a trop de choses pour lesquelles on sait qu'il est coupable, mais il y a juste pas assez de preuves. En gros, ils ont que des témoignages. Perso, je trouve qu'il y avait pas assez de preuves pour un RICO et que les fédéraux auraient pas dû partir sur ce genre de charge-là. Mais je sais pas, c'était peut-être le seul moyen d'engager des poursuites contre lui, d'élever le niveau des charges pour que ça devienne des crimes fédéraux. Mais du coup, c'est un peu désaligné avec la réalité. J'en suis sûre que les actions de Didi sont répréhensibles d'une façon ou d'une autre. Je peux pas croire qu'avec tout ce qu'il a fait, il puisse seulement rentrer chez lui et continuer sa vie. Mais je suis pas surprise qu'au vu du procès qu'on a eu et de l'intitulé des charges, on puisse le reconnaître non coupable. Je suis pas surprise. Et à vrai dire, je suis même pas contre. Today I have a superhero idea. He's stronger than Superman and he fights for truth, justice. Only problem with this guy is he can't even activate his powers unless he touches a woman's vagina. Not a long touch, just a couple of pats. So whenever trouble breaks out, he has to run around the city and convince women to let him pat their vaginas. Please, miss, that building's on fire. Can I pat your vagina quickly? But he can't tell them exactly why. Ugh, gross, get away. So he rapes them. I know. That's the dilemma for the audience. Ce procès a été très intéressant pour moi, surtout d'un point de vue sociétal. De voir les réactions, les avis sur les réseaux, la façon dont les médias ont diffusé les infos, je vous propose de clore ce chapitre avec une discussion à propos de 4 leçons à retenir de ce procès. Allez-y en commentaire et dites ce que vous en pensez. Les médias et le tribunal, c'est 2 choses différentes. Les fédéraux nous avaient promis de démanteler une mafia, l'entreprise Combs, l'organisme qui réunit Didi et ses complices, qui commettent des crimes dans un effort coordonné. Ils ont déclaré qu'ils avaient une énorme quantité de preuves, des messages, des conversations téléphoniques, des témoignages de victimes sur des décennies, des montagnes d'huile pour bébé. C'est là où on comprend l'importance des procès et de la présomption d'innocence. C'est pas parce que les fédéraux ont écrit quelque chose dans leurs documents d'inculpation que c'est forcément vrai. Et c'est pas parce que ce sont des fédéraux que leurs preuves sont forcément irréfutables. Maintenant, à côté des éléments scandaleux fournis par les fédéraux, les médias aussi sont venus ajouter leur part et faire du sensationnel. Because P. Diddy be wanting to body, and you gotta tell him no. You got to tell him no. Rappelez-vous qu'à la base, les freak-offs étaient censés être de grandes fêtes organisées par Didi, qui rassemblaient le gratin de l'industrie et qui tournaient à l'orgie à partir d'une certaine heure. Didi filmait ces fêtes-là et gardait des enregistrements qu'il utilisait pour s'assurer de la discrétion des participants. Et on s'imagine bien qu'avec l'alcool et la drogue qui tournaient, des débordements pouvaient avoir lieu. Ça parlait aussi de mineurs possiblement présents à ces fêtes. Demandez à Usher, il va vous raconter. Finalement, toute cette version a été totalement absente du procès et ignorée par les fédéraux. Si ce genre de fête existait bien, c'est bizarre que les fédéraux n'aient même pas trouvé une victime pour en témoigner. Même Cassie n'a jamais parlé de ça, alors qu'elle partageait la vie de Didi pendant tout ce temps. Elle n'a jamais dit « En plus des freak-offs, il me forçait à faire des orgies avec les gens de l'industrie ». Qu'en est-il aussi des pratiques homosexuelles de Didi? Avec tous les témoins, toutes les victimes qu'on a vues, personne n'a mentionné ça. Ça fait partie des grosses rumeurs qui tournaient sur Didi et qui voulaient montrer comment Didi est non seulement un pervers, mais en plus il utilise les relations intimes comme des moyens de domination. Il s'attaque à l'intégrité physique des hommes pour les briser, souvent des hommes sur lesquels il a un ascendant, genre les artistes qu'il signe ou ses employés. Lil Rod nous avait parlé de ça. Encore une fois, sur des décennies de crimes, les fédéraux n'ont pas trouvé le moindre élément qui montre que Didi fait des pratiques homo, et encore moins des pratiques homo non consenties. S'il y avait vraiment
eu quelque chose, il se serait pas privé pour le balancer. Un exemple parlant, c'est le déroulement des freak-off, que l'on connaît maintenant parfaitement. L'escorte est là pour coucher avec la go, mais jamais avec Didi. Pourtant, les freak-off sont genre l'expression ultime de ses fantasmes. Donc visiblement, il fantasme pas sur les gars. En soi, son orientation sexuelle n'est pas importante pour moi. Je vous dis ça juste parce que la rumeur de Didi qui vait ses artistes hommes avait pris beaucoup d'ampleur et y a rien dans le procès qui va dans ce sens. Tout ça pour dire que je comprends que les gens puissent se sentir un peu trompés par les fédéraux et par ce procès de manière générale. Rappelons quand même que les fédéraux ne sont pas garants de ce qui est dit sur les réseaux, mais quand même, eux aussi n'ont pas vraiment tenu leurs promesses. Et si on est un peu dans les conspirations, on peut se dire que c'est carrément suspect ce soufflet qui retombe. Les fédéraux ont causé toute cette tempête médiatique pour que finalement le gars soit innocenté sur la majorité des charges. Les gens oublieront le verdict, mais les 1000 bouteilles d'huile pour bébé, ils pourront jamais oublier. Dites en commentaire l'info choquante qui va rester gravée dans vos têtes. Moi perso, je sais pas pourquoi, je suis restée bloquée sur la scène des freak-off avec Didi, Cassie et l'escorte Shari Hayes, aka le Punisher, quand il a raconté comment il était en train de démonter Cassie, avec Didi qui les observait avec un voile sur la tête, et ensuite le Punisher a tellement dead ça que Didi se lève, vient près d'eux et balance une quicheta sur la table de chevet en mode ouais, t'as mérité ton pourboire. Voilà, donc ça c'est bloqué dans ma tête, je sais pas pourquoi, j'en peux plus de ce mec. Next. Je sais qu'on était tous sur les côtes de Didi en mode c'est un démon, tout ça, et j'aime pas casser l'ambiance, mais force est de constater qu'on a assisté à une chasse aux sorcières. C'est de quoi ça a l'air. À ma décharge, j'ai jamais nié cette possibilité. J'avais déjà dit ça avant même que le procès ne commence. À l'époque où les plaintes civiles s'empilaient sur sa tête. Didi qui énerve les mauvaises personnes au placé, ses embrouilles avec Warner, avec Diageo comme je vous l'avais expliqué, et qui se retrouve complètement anéanti médiatiquement parlant. En termes d'image, il pourra plus jamais s'en relever de ce procès, en tout cas dans le mainstream. Et on dirait que c'était ça le but. Après le côté positif de la distinction entre médias et procès, et du tribunal des réseaux sociaux, c'est qu'on a vu un procès, et il n'a pas été reconnu des charges dont on l'accusait, donc il fera pas de prison pour ça, mais on peut choisir de le condamner dans sa vie médiatique, car il est coupable malgré tout. Coupable de violences domestiques, coupable de V, coupable de harcèlement sur ses employés, coupable de beaucoup de choses, et maintenant tout le monde le sait. Les violences domestiques sont encore très incomprises. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir très clairement durant tout le procès et surtout lors du témoignage de Cassie. J'avais fait exprès de construire ma vidéo de telle sorte que vous soyez plongé dans le procès, dans la mesure du possible bien sûr. Mais c'était intéressant de voir que lorsqu'il s'agit de V ou de violences domestiques, les contre-arguments sont toujours les mêmes et ils fonctionnent. Elles veulent l'argent, ça c'est leur punchline préférée quand il s'agit des stars. Sinon on a aussi elle a pas dit clairement non, elle ne l'a pas quitté, elle lui a envoyé des messages d'amour. Ce genre de contre-argument joue sur la croyance des gens que le V est toujours un acte physiquement violent sur une victime qui se débat, voire même que le V se fait entre deux inconnus. Ça faciliterait le travail de la police, mais malheureusement ce n'est souvent pas aussi simple. La loi demande des preuves claires, ce que l'on peut comprendre. Pourtant, c'est pas en accord avec les réalités humaines. Dire non clairement, c'est compliqué quand on est face à quelqu'un qui a un ascendant sur nous, par exemple. Un professeur, un oncle, un prêtre, ou le patron de ton label qui décide si tu peux sortir ton album ou si on attend encore 10 ans. Et même quand il n'y a pas d'ascendant, quand on est confronté à quelque chose de traumatique, comme un V, tout le monde ne réagit pas pareil. Certaines personnes vont se débattre. Mais beaucoup de victimes décrivent aussi ce moment où elles se sont figées durant l'acte, comme si leur conscience partait ailleurs, et elles voient la scène comme si elles étaient une personne extérieure. C'est un mécanisme de défense. Le cerveau déconnecte pour protéger l'individu du choc. Mais comment on prouve ça au tribunal ? Écoutez, disons que je vous tabasse tous les lundis pendant 3 mois. Restez avec moi, je vais en venir quelque part, je vous promets. Donc disons que je vous tabasse tous les lundis pendant 3 mois, et que tous les mardis, je vous demande de faire quelque chose. Quelle est votre motivation à obéir ? Est-ce qu'on peut affirmer que vous avez agi de votre plein gré, sans contrainte, puisque ce jour-là je ne vous ai pas frappé ? Maintenant encore une autre question, combien de semaines de bastonnade vous pensez qu'il vous faudra pour obéir à mon ordre tous les mardis, sans même que j'ai besoin de vous le dire ? Pourtant quand on vous dit que Cassie acceptait de faire les freak-off à cause de Didi, vous voulez ignorer qu'elle était régulièrement battue, parfois même pendant les sessions, ça a été dit. La logique veut que si quelqu'un nous a fait du mal, on ne veut plus être avec cette personne. Mais cette façon de réfléchir ne prend pas en compte les liens toxiques que l'on forme avec les gens. En réalité, les femmes victimes de violences domestiques sont parfois contraintes de rester là par la force, mais pas toujours. Souvent, ce sont les mécanismes psychologiques, c'est l'emprise qui les empêche de partir. Mais comment on prouve ça au tribunal ?
Et sans parler de certains mécanismes psychologiques qui font qu'il faut parfois des mois, voire des années à une victime pour qu'elle réalise ce qu'elle a subi. Des années pour faire le travail thérapeutique nécessaire et réunir assez de force pour venir porter plainte. Et ensuite, ce temps qu'elles ont pris pour se plaindre est retourné contre elles. Ça devient la preuve qu'elles sont pas sincères parce qu'elles ont attendu entre guillemets trop longtemps. Les avocats de Didi ont délibérément joué les débiles et ont appuyé sur ce paradoxe entre ce que demande la loi et les contraintes psychologiques qu'une victime peut rencontrer. La solidarité féminine est un mythe. Comment on peut voir ou entendre parler de la façon dont Didi traite ses femmes et malgré tout décider de sortir avec lui? Alors déjà, je vais commencer par reconnaître que si un gars comme Didi a décidé de sortir avec vous, il va très clairement vous manipuler et vous cacher qui il est vraiment. Les premiers temps de votre relation seront sûrement comme un conte de fées, grand luxe et grandes déclarations. Il sait qu'il a un lourd passé, mais son but sera justement de vous faire croire que vous êtes spécial. Je reconnais que c'est humain de tomber là-dedans. Ceci étant dit, on voit bien que le point commun entre toutes les meufs de Didi, c'est leur hostilité les unes envers les autres. Elles sont toutes jalouses de la side chick suivante et elles n'ont pas vraiment de compassion quand une autre femme vit des violences aux mains de Didi. Daphne Joy, Jane Doe, étaient jalouses de comment Didi traitait Young Miami et Gina. Elle était là quand Cassie a sorti sa plainte. Ça ne l'a pas empêché de rester avec Didi. Elle, tant que son loyer était payé, c'est bon. Le gars avait son RICO sur la tête, mais elle continuait les freak-offs avec lui jusqu'à son arrestation. Young Miami, qui s'embrouille avec Gina sur les réseaux et qui lui a sorti que si elle le demandait à Didi, il pourrait forcer Gina à lui bouffer la techa. Ça aussi, on va jamais oublier. Et puis Cassie, notre grande victime, elle a commencé à sortir avec Didi alors qu'il était en couple avec Kim Porter, la mère de ses enfants. Elle aussi, il la tabassait. Quand les jumelles sont arrivées, Cassie était déjà là. Elle a toujours été jalouse de la relation de Kim et Didi. Ah donc finalement, c'est Kim Porter la vraie victime. Bah non, parce que elle aussi, elle a commencé à sortir avec Didi quand il était avec sa baby mama précédente, Missa, et qu'il l'a frappée elle aussi. C'est juste un grand cycle de bastonnade qui se répète depuis des décennies tout ça. Si c'est que t'as l'argent, tu peux pas manquer de femmes. Mais le pire, c'est que c'est comme ça dans toutes les classes sociales. T'as des go qui sont prêts à coucher avec des hommes mariés pour des nuits d'hôtel Ibis, ou bien qui se font gérer par un mec en couple autour d'un menu Big Mac. On en est là, Il y en aura toujours une, pour penser qu'elle est spéciale. Et que ce que le gars a fait à la voisine, il lui fera pas à elle. Les victimes ne sont pas parfaites, et elles n'ont pas besoin de l'être. Alors ça, c'est vraiment une leçon. Vous prenez ça, vous l'imprimez, vous l'encadrez, vous en faites un t-shirt. Daphne Joy est une escorte, Cassie était une droguée. Au moindre truc négatif que vous entendez, vous êtes prêt à retirer à la victime son statut de victime, comme si c'est moins grave de tabasser une escorte, comme si on s'en fout du consentement d'une droguée. Déjà, il y en a qui avaient déjà lâché Cassie le jour où elle a extorqué 30 millions à Didi. Toutes les victimes ne veulent pas la justice. Toutes les victimes ne sont pas traumatisées. Ça n'en reste pas moins des victimes. En fait, l'état d'esprit de la victime ne change absolument rien à l'acte qui a été commis envers elle. D'après vous, il fallait que Cassie aille au pénal raconter sa vie pour s'entendre dire, comme ça a été le cas ces 2 derniers mois, que c'est une michetonneuse qui aime la pisse, et au final que Didi soit acquittée. Comme elle serait sortie du tribunal traumatisée et toujours pauvre, là ça aurait été une vraie victime à vos yeux. En prenant l'argent, elle s'est offerte une justice qu'elle aurait sans doute pas obtenue dans une cour pénale. Elle est peut-être vénale, peut-être même qu'elle est secrètement contente d'avoir vécu ça pour avoir ses 30 millions, mais encore une fois, ça change quoi aux actes qui ont été commis sur elle? Ça vous fait seulement bugger parce que ça bouleverse vos schémas de pensée plutôt enfantins qui veulent un agresseur méchant et une victime gentille. À la limite, vous pouvez avoir, moins de compassion pour elle si vous trouvez qu'elle n'est pas vertueuse, mais vous pouvez certainement pas nier ce qu'elle a vécu. De toute façon, même quand la victime est parfaite, même quand c'est le stéréotype du V dans une ruelle sombre, vous allez quand même trouver le moyen de demander comment la go était habillée. C'est effrayant de voir comment certains sont totalement désensibilisés de certains types de violences, toutes les raisons possibles de ne pas porter la faute sur l'agresseur, parce qu'en fait, dans le fond, certaines personnes s'en foutent qu'une femme se fasse V ou tabasser, genre premier degré. Il y a des gens, ça les fait même pas cligner des yeux. Et à contrario, reconnaître la culpabilité de l'homme, reconnaître qu'il y a des hommes qui V des femmes justement parce que ça leur procure du plaisir, ça risque de chambouler leur monde. The point is this. He rapes, but he saves. And he saves more than he rapes, but he probably does rape.
Ça, c'était un extrait du spectacle de Dave Chappelle. C'est du stand-up, ok? Ça veut dire que c'est de l'humour, donc c'est pas à prendre à la lettre. Mais après le verdict du procès, j'ai commencé à repenser à ce passage, car je trouve qu'il illustre bien l'état de dissonance cognitive dans laquelle on accepte d'être placé quand il s'agit des stars. J'aimerais qu'on puisse faire l'effort conscient de se libérer de ce phénomène et ne plus permettre qu'on prenne notre conscience en otage lorsqu'il s'agit de juger les actes de célébrité. J'aimerais qu'on arrête de mettre sur un même spectre le talent, le succès d'un côté et les violences de l'autre côté. Comme si l'un ne va pas sans l'autre. Comme si on ne peut pas apprécier l'un tout en condamnant l'autre. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Diddy est innocent. Là vraiment les jaloux vont maigrir. Quelles leçons vous retenez de ce procès? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un problème avec la façon dont on traite collectivement les victimes de violences domestiques? Vous êtes d'accord avec le verdict? Diddy mérite de rester en prison? Allez, on se parle en commentaire.